les fleurs, hein. On prend 2 bouquets pour l'instant. Tiens. On va aller sur la scène bien sûr. Voilà, bah écoutez, bonjour, bonsoir et merci à toutes et à tous d'être encore là. On va pas du tout faire un débat sur la bioéthique autour des fleurs, mais nous aimerions juste vraiment, avec notre partenaire Vert Clair, Sylvie Ribaud. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette année, on a une jolie décoration florale, c'est elle qui nous l'a faite. Elle trouvait que la tribune du Forum européen de bioéthique, déjà qu'on n'a pas des sujets très sexy, en plus de ça, c'était très clinique, hein, pas un peu froide comme ça. Donc voilà. Et en fait, on n'a pas voulu non plus trop en demander à Vert Clair, mais on aimerait vraiment remercier les enseignantes qui travaillent avec nous, avec moi depuis déjà le mois de septembre, qui viennent de Mulhouse. Alors, Sandrine, est-ce que tu es encore là, s'il te plaît? Voilà, j'aimerais bien que tu viennes. Voilà. Sandrine Kasmarek, donc c'est déjà la 3e, 4e année. Merci. Voilà, merci vraiment infiniment. Attends, ne pars pas, Sandrine. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas, on est quand même dans des démarches, tu peux monter par là, mais fais attention, hein, des démarches vraiment individuelles, volontaires, c'est des heures supplémentaires non payées, etc. C'est de l'engagement pour les jeunes, pour ouvrir les jeunes sur d'autres sujets et sur la société. Alors, il faudra de l'aide. Alors, j'ai vu quelques jeunes hommes du lycée ce matin qui étaient assez impressionnants en hauteur. Si on a l'un ou l'autre qui puisse venir aider Sandrine, un jeune homme. Voilà, merci Théo. Bien. Alors l'idée c'est que, s'il te plaît, que tu puisses l'aider à porter les fleurs, car les autres, un est pour les autres enseignantes et un autre pour votre établissement qui nous accompagne depuis déjà 4 ans. Et merci à vous infiniment. Merci à vous les lycéens. Merci Sandrine. Et merci à Sylvie Ribaud. Voilà. Alors, ouais, est-ce qu'on peut les aider? Voilà, très bien. On va commencer en fait notre sujet sur les addictions d'une manière pas très orthodoxe. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir parmi nous Julie, qui était déjà là l'année dernière. Et puis, comme vous le savez, au Forum de bioéthique, on aime bien savoir comment la musique, les arts, la littérature prennent les sujets que nous traitons, se saisissent de ces sujets-là. Et donc, si vous voulez, on va juste se donner quelques minutes, voilà, tout le monde est en place, et nous allons écouter Julie sur la chanson Don't Be Late, qui parle justement des addictions. On écoute. Don't be late. We can't have any secrets from one another. So don't be late. After all, we're each other's best customers. I know you don't only rely on me. I'll be faithful to you. Believe me,
yes, don't be late. I'm gonna put you under lock and key. So don't be late, 'cause you're the only one who can set me free. Medic, shrink, friend and family, they're right on the chair. Just believe me, oh, don't be late, oh, can't wait, don't be late. Let's stare death in the face, demonic smiles. It's me then gives me my grace. So don't be late. Let's stare death in the face. Don't be late. Something's gone wrong in my brain. Don't be late. It's the only way that I know to escape the pain. I know you won't give up on me anyway. Life's a bitch, believe me. Don't be late, I can't wait. Don't be it's me, then kills me my grace. Don't be late. Let's stare death in the face. No, you're late. No, you're late. Merci, merci beaucoup au forum. Et Sylvain, je vous présente Sylvain Trush, le guitariste. Donc on avait envie un petit peu de vous mettre dans les sentiments d'addiction avant de parler des conséquences. Vous avez les textes, je les ai fait circuler. Merci en tout cas. Merci Julie. Merci infiniment. Effectivement, ça nous permet un petit peu de se mettre dans les sentiments, dans la peau de quelqu'un qui est en mal d'eux et qui est en attente d'eux. Alors, l'addition des addictions qui payent. Donc, il y a déjà derrière ce titre, ou ce point d'interrogation aussi, hein, il y a comme, on sent déjà la notion de responsabilité dont on a parlé, on en a souvent parlé au fil du forum de bioéthique, c'est-à-dire finalement qui est responsable d'eux, et puis si on introduit cette notion de responsabilité, jusqu'où ça peut aller, etc. Donc c'est ce qu'on va un petit peu essayer de voir, mais également toutes les questions de questions de santé publique auxquelles nous avons, que ce soit par exemple le cannabis, que ce soit le tabac. Et pour en parler avec nous, alors nous avons à nouveau Yves Bure, Yves Bure que nous avons entendu hier, qui est ancien député, membre de commission des affaires sociales, affaires européennes, qui a travaillé énormément dans de nombreuses missions sur des questions de santé. Il a été aussi à l'origine de beaucoup de projets de loi sur la santé et qu'on entend énormément sur les questions de tabac, mais pas que. Et voilà. Et Jean-Henri Belnotte, donc j'ai promis de vous laisser vous présenter seul, car nous vous avons mal présenté dans notre document, je crois. C'était faux ce que nous avons écrit sur vous. Je ne sais pas si ça marche. Oui, oui ça marche, ne vous inquiétez pas. Bonjour, je m'appelle Georges-Henri Belnotte et j'exerce la psychanalyse. Voilà, tout simplement. Michel Laurent. Bonjour, donc Laurent Michel, je suis psychiatre et je dirige un centre, un XAPA à Paris, de la Croix-Rouge française, le XAPA Pierre-Nicole. XAPA, c'est Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et d'avance, je m'en excuse, mais je serai obligé de partir un peu avant. Ne vous inquiétez pas.
Et encore à votre gauche, donc Margot et puis Agathe, toujours du lycée Jeanne d'Arc, au poste de grand témoin. Je vous laisse quand même vous présenter. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis venue avec ma classe du lycée Jeanne d'Arc aujourd'hui. On est venu parce que c'est un sujet qui nous interpelle aussi en tant que jeunes. Et travailler ce sujet et en parler avec notre classe, ça nous permet de nous forger un avis un peu plus fondé. Bonsoir, je m'appelle Agathe Vix, je suis également en terminale comme Margot au lycée Jeanne d'Arc. Je suis là aujourd'hui pour vous donner mon point de vue. Je pense que c'est important parce que la société qui se construit actuellement sera notre société future. David Le Breton. Alors je précise que David Le Breton rentre de la Réunion, je crois, aujourd'hui. Ben, il doit y avoir un petit décalage comme ça, donc on t'en voudra pas. Hein. Il vient d'arriver directement de l'avion. Donc David Le Breton, je te laisse se présenter aussi. Oui, moi j'enseigne l'anthropologie à l'Université de Strasbourg. Ok. Jean-Philippe Lang. Oui, bonsoir. Donc, je suis le docteur Jean-Philippe Lang, je suis psychiatre addictologue au CHU de Strasbourg. Je préside le centre d'information de drogue et dépendance d'Alsace et je travaille en particulier dans le domaine des hépatites et de la périnatalité dans le service notamment de Monsieur Nizan, ici présent, que je remercie pour son invitation. Emmanuel Hoff. Oui, bonsoir à tous. Donc, Emmanuel Hoff, associé de l'agence marketing et de communication Matière Grise. Et peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, les processus créatifs n'ont pas toujours besoin de produits addictifs. Bon, alors sur la question des addictions, en fait, moi, je vous propose de commencer déjà peut-être par l'entrée du psychologue, essayer de comprendre avec vous, Jean-Philippe. On avait déjà fait cet exercice-là l'année dernière sur le thème de la connaissance du cerveau, de la maîtrise des comportements. En gros, la question, c'est qu'est-ce qui se passe chez nous quand on devient addict à ? Comment on devient addict à ? Pourquoi c'est toujours moi chaque année qui ai cette question Oui, parce au que début. vous êtes là pour expliquer qui nous sommes, on va dire. Alors, je vais essayer de le faire bref, peut-être en précisant que l'espèce humaine est une espèce animale qui a deux gros soucis majeurs, c'est d'être fondamentalement dépendante, d'avoir vitalement besoin de l'autre et d'y être attaché, et pour pouvoir avancer, évoluer et vivre, de devoir jouir et avoir du plaisir. Quand on est dépendant et qu'on est dans la nécessité de jouir et d'avoir du plaisir, les addictions prennent de fait une place importante. Ces addictions sont aussi des stratégies adaptatives, d'évolution de nous. On en a besoin, chacun d'entre nous a ses petites conduites, va dépenser de l'argent quand il n'est pas bien, va courir, va manger du chocolat, va se faire une bière, un joint de cannabis ou je ne sais quoi. Chacun a ses petites habitudes, mais quand ces habitudes prennent du temps, de la place, de l'énergie et font que l'on va moins bien ou qu'on ne peut plus faire ce qu'on a à faire au quotidien, ces addictions peuvent devenir pathologiques, peuvent devenir dangereuses et peuvent entraîner un certain nombre de risques et de troubles des conduites préjudiciables. Et du plaisir, on peut basculer aussi à la douleur, n'est-ce pas, David Le Breton ? Et puis alors, il y a des addictions, j'imagine, il y a cette phase où lorsque ça reste du plaisir, c'est choisi, mais quand ça devient de la douleur, ça n'est pas choisi, non ? L'anthropologue va dire non. Bon, Je connais ta réponse. on est toujours un peu dans l'ambivalence. Avant de répondre à ta question, je rappellerai que le terme addiction est un mot anglais et que le mot français qui fonctionne très très bien, c'est celui de dépendance. Et pour ma part, je me demande pourquoi on va chercher un mot anglais pour dire quelque chose que le français disait déjà très bien. Et puis, par ailleurs, il me semble que il faut définir évidemment la dépendance ou l'addiction. Donc, je vois ce type de... Je vois la dépendance comme la subordination de l'ensemble de l'existence à un certain nombre de données. Alors, je me suis amusé à en écrire quelques-unes. Ça peut être une substance, par exemple, comme dans la toxicomanie, dans l'alcoolisation, dans l'alcoolisme. Mais ça peut être aussi un comportement, comme dans les scarifications, par exemple. Comme dans la passion pour le net, qui font qu'un certain nombre de garçons, moins de filles, disparaissent complètement sous d'innombrables pseudonymes, mais se démettent complètement de leur personne. Il y a aussi une dépendance à une idée, si je puis dire les choses comme ça. Je pense surtout aux sectes, mais je pense aussi à Dieu, puisqu'on est dans les formes de djihadisme ou d'intégrisme. On est aussi dans ces logiques-là, de se démettre radicalement de soi au profit de Dieu ou d'une certaine idée de Dieu. Et puis il y a l'addiction à l'absence, qui m'a beaucoup intéressé ces derniers temps, puisque c'est mon prochain livre. Le livre est sorti le 3 février, je crois. Non, il sort dans quelques jours. J'ai eu le C'est plaisir, moi, de le voir avant, effectivement. Oui, c'est vrai, oui.
C'est l'addiction à l'absence, c'est une manière de disparaître du lien social, de ne plus porter les contraintes de l'identité et donc de s'enfermer. Par exemple, les hikikomori japonais sont des adolescents qui s'enferment dans leur chambre et que leurs parents ne voient plus pendant des années parfois. Il y en a plusieurs centaines de milliers au Japon comme ça. Les parents déposent le plateau repas au seuil de leur chambre et puis voilà, ils viennent se nourrir. Là, c'est une addiction donc que j'appellerais à l'absence parce qu'il s'agit d'échapper au fardeau de l'identité, c'est-à-dire d'être un garçon, d'être le fils ou la fille, ou d'avoir un boulot ou autre, c'est-à-dire ne plus être là, entrer dans des formes de discrétion. Alors la question de la douleur, elle est aussi présente d'ailleurs parce qu'il y a une addiction aussi à la douleur. Je pense qu'un certain nombre de formes de douleur chronique, ce que j'appelle la douleur nécessaire, sont des manières pour un certain nombre d'hommes ou des femmes de tenir encore la tête hors de l'eau, d'exister encore au regard d'un monde qui leur échappe d'une certaine manière. On peut s'agripper à la douleur, on sait que c'est l'un des grands principes d'ailleurs des conduites à risque de nos jeunes, les scarifications, on sent une figure quasiment archétypique, on existe parce qu'on a mal et donc on peut trouver comme ça dans la douleur chronique des trajectoires de vie qu'on comprend parce qu'il y a en amont donc une souffrance et la possibilité à travers cette addiction à la douleur de tenir le coup. Ce qui m'amène peut-être à une dernière remarque, c'est que l'addiction est aussi une technique de survie, c'est-à-dire au-delà des jugements de valeur qu'immanquablement nous allons faire les uns et les autres, il faut voir aussi dans ces pratiques de dépendance donc des formes de se maintenir au monde, de se tenir la tête hors de l'eau, donc vraiment des techniques comme par exemple survie. de beaucoup travailler, c'est ce que tu dis dans ton livre, comme les personnes qui sont extrêmement addictes au travail, ça est une forme. Oui, c'est-à-dire comme des substances d'ailleurs. Oui, parce que c'est vrai que dans la dépendance, on voit toujours les aspects, comme on a une vision extrêmement normative évidemment de la notion de dépendance, donc on cible toujours la toxicomanie, l'alcoolisation, etc. Mais on pourrait tout aussi bien pointer un certain nombre d'écrivains, par exemple, qui passent 10 heures par jour à écrire, ou des pêcheurs à la ligne qui passent leur journée au bord des lacs ou des rivières. Et voilà, donc il y a aussi la dépendance et finalement se simplifier la vie, si j'ose dire, parce qu'au lieu de se poser toutes les questions de l'ambivalence du monde, de la liberté, etc., on a un axe majeur, c'est-à-dire si je suis toxicomane, où est-ce que je vais trouver mon dealer, comment je vais le payer, est-ce qu'il va m'humilier encore aujourd'hui ou pas, voilà, ma vie, l'anorexique va penser toute la journée à sa faim, etc., etc. Voilà une manière donc à sa faim et à se priver de manger, effectivement. Voilà. C'est vrai que l'addiction auquel nous pensons, nous, qui nous interroge, et c'est celle qui fait débat, il y a beaucoup de débats là-dessus, c'est l'addiction au cannabis, c'est l'addiction aux drogues, c'est l'addiction au tabac. Par exemple, là, on a un rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu, Terra Nova, le rapport Terra Nova, qui est paru en décembre dernier. Donc, il préconise un certain nombre de pistes de réflexion sur ce sujet-là, sur les cannabis, constatant que la France est l'un des pays les plus consommateurs de cannabis par habitant. Donc, il y a une analyse, il y a des préconisations et des pistes, et même des scénarios, dans le scénario par exemple, de légaliser la production de cette drogue, pouvoir encadrer comme ça existe dans d'autres pays. Et tout ça pour dire que, Yves Burs, c'est vrai que l'addiction, quelle que soit la substance, ça coûte quand même très cher au porte-monnaie, à la société, à la collectivité et à la santé. Oui, j'ai eu, disons, en tant que rapporteur du budget de la sécurité sociale pendant 10 ans, moi je suis rentré surtout dans le coût, des addictions pour le système de santé et pour la sécurité sociale. Donc j'ai une vision un peu, comptable de ce qui se passe. Mais vous évoquiez le rapport de Terra Nova qui dit il faudrait peut-être légaliser le cannabis. J'imagine qu'à Bercy, cette idée doit les intéresser beaucoup, parce qu'on voit bien que quelque part les recettes du tabac baissent et se dire le remplacer par quelque chose d'autre, pourquoi pas, parce que la cigarette électronique ne suffira pas à combler le manque à gagner. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement aussi un coût. C'est évident. Et c'est un coût souvent dramatique s'agissant de se fournir de drogue, parce qu'il y a des coûts naturellement qui sont sans commune mesure avec s'alimenter en alcool ou en tabac. Néanmoins, c'est un coût. Et on voit bien que quelque part, ce coût, il est porté par beaucoup de gens.
D'abord, le fumeur. Le fumeur paye, et je prends cet exemple parce que je suis président de l'Alliance contre le tabac, et à ce titre, je m'occupe au niveau national de fédérer l'ensemble des acteurs à ce niveau-là. Et donc, ce coût, c'est en moyenne, je simplifie, 7 €. Et donc, dans ces 7 €, on paye un tout petit peu le prix du tabac, puis on paye beaucoup le prix de la TVA et des taxes sur le tabac. Et puis quand on le ramène au niveau de l'État, pour la sécurité sociale, une étude avait été faite, je crois, par COP en 2005, disant que, en gros, le coût du tabac en termes de santé, c'est à peu près 18 milliards. 18 milliards d'accompagnement de la prise en charge de toutes les pathologies liées au tabac. Et donc, on se dit, ça a un certain coût. Mais ce n'est pas tout. Il y a le coût social. Parce que bien évidemment, il y a les soins, mais il y a aussi la perte de valeur économique, hein, de production du citoyen qui est malade, et donc les coûts aussi pour sa famille. Et on a estimé que le coût social global, coût des soins plus coût social, c'est à peu près plus de 40 milliards d'euros. Donc ce n'est pas négligeable, hein, en termes de coûts. Alors naturellement, du côté de l'industrie, il y a aussi des coûts négatifs. Et il est vrai qu'un fumeur qui meurt avant l'âge de la retraite, c'est tout bénéfice pour le système de retraite. Ça a été chiffré, je crois, à 7,5 milliards en dépenses en moins. Donc il y a cela. Alors on se dit, mais finalement, est-ce que ça coûte, je dirais, à la collectivité? Eh bien, le fumeur paye sa part. Il paye, à travers les taxes qui rendent le paquet de cigarettes cher, il va payer l'équivalent de 12 milliards de taxes et 3 milliards de TVA, qui sont intégralement versés à la sécurité sociale. Il faut sortir l'idée que cet argent est recyclé ailleurs. Cet argent va à la sécurité sociale. J'en suis le témoin. J'ai suivi ces comptes, je dirais, pendant de longues années. Mais le compte n'y est pas. Parce que 18 moins 15, il en reste encore. Donc nous tous, nous payons à travers la CSG. Alors on dira, ben oui, la vie c'est aussi d'avoir des addictions diverses et variées. Et donc nous cotisons, nous participons à la prise en charge directe des soins. Nous participons plus globalement aussi à la prise en charge sociale. Donc il y a vraiment, tout le monde est partie prenante. Alors là, je parle du tabac. Alors il y a un autre sujet qui est encore beaucoup plus discret, c'est l'alcool. L'alcool, pour vous donner une idée, les taxes sur l'alcool, ça représente à peu près 3 milliards d'euros. Le tabac, on considère que c'est à peu près 73 000 morts. L'alcool, c'est 49 000. Mais c'est un sujet dont on parle beaucoup moins, surtout dans une région comme la nôtre. Et donc, et on voit là que la participation aux coûts de santé qui sont aussi existants est totalement inversement proportionnelle à la consommation. C'est-à-dire le vin, le vin permet de cotiser, je crois, de l'ordre de 11% de ces 3 milliards, mais représente 56% de la consommation. Par contre, les spiritueux, qui ne représentent que 22%, cotisent à 85%. Donc on voit bien que quelque part, il y a des secteurs privilégiés, il y a des addictions dont l'État s'occupe un peu moins, hein, en fonction de l'intérêt électoral que représente le produit. Voilà. Alors c'est une approche naturellement, j'ai envie de dire, très chiffrée, très comptable, mais elle montre simplement qu'il y a des coûts, que derrière chaque addiction, il y a des coûts pour l'individu, il y a des coûts pour l'ensemble de la société à travers l'État ou à travers aussi, ce qu'on oublie aussi, c'est que naturellement ces coûts indirects se répercutent sur la vie de tous les jours des personnes sujets à une addiction et des familles qui les entourent, et c'est pas neutre non plus et on n'arrive pas à le chiffrer. Voilà. Oui, pour autant, en fait, on voit bien que le système tout répressif, la répression n'arrive quand même pas à régler ces problématiques de l'addiction, de la consommation des drogues. Et ça, j'ai bien envie qu'on l'aborde ensemble, Laurent Michel, parce qu'on en a déjà parlé au téléphone et parce que vous avez aussi un regard, ne serait-ce que sur une expérience en Thaïlande. Je crois que vous êtes allé sur le terrain pour étudier. J'aimerais bien qu'on en parle ensemble. Ça. Et pourtant,
malgré, on sait tout ça, il y a un système répressif et l'autorépressif n'amène quand même pas de solution pour l'instant. Oui, donc effectivement, j'ai une expérience qui est ancienne en Thaïlande où je me suis occupé de désintoxiquer des toxicomanes à l'opium du Triangle d'Or. Voilà. Des vieux fumeurs d'opium qui étaient accueillis dans un pays d'accueil. Ils ne comprenaient pas pourquoi on leur demandait d'arrêter l'opium qui leur posait aucun problème. Et effectivement, moi, jeune interne, je ne comprenais pas très bien. Du coup, ça basculait un peu mes certitudes. Et en me penchant un peu sur la question, je me suis rendu compte, penché sur les législations, etc., pour me rendre compte que, déjà, à mon avis, l'idée la plus importante, c'est que le cœur des législations internationales contre les stupéfiants n'ont jamais été une préoccupation de santé publique. Je crois que c'est une notion à avoir clairement. Il y avait des enjeux géopolitiques, économiques qui ont guidé toutes les législations en matière de drogue. Ça pose question quand on voit qu'en France, on a les politiques parmi les plus répressives. On est le premier marché européen du cannabis. Les États-Unis, qui sont extrêmement répressifs, ont les taux les plus importants, sont l'un des premiers marchés des drogues, avec un pays à sa frontière, le Mexique, qui est devenu une zone de non-droit parce qu'elle est à la frontière des États-Unis et qui a un trafic gigantesque. Donc il y a quelque chose qui ne va pas quand on regarde sur ces éléments-là. Il y a d'ailleurs, vous le savez, un mouvement important qui est dirigé par Kofi Annan, par Ruud Dreyfus, qui est l'ancienne présidente de la Confédération suisse, qui a mis en place la politique des 4 piliers en Suisse, et qui disent qu'il faut arrêter la guerre à la drogue, où des milliards de milliards sont investis dans la prohibition sans résultat satisfaisant, alors que tout ce qui est soins, prévention est complètement oublié. J'ai aussi cette expérience par rapport au Vietnam, où j'y suis assez régulièrement actuellement parce qu'ils sont en train de changer leur politique anti-drogue et pour mettre en avant les soins sur le constat de l'échec de la répression. Et ils sont confrontés à des incapacités en termes de financement, alors qu'il y a énormément de moyens investis dans la répression. Je dirais qu'à mon échelle, à moi, en tant que clinicien à Pierre-Nicole, où je vois des usagers, je pense que qui paye l'addition, c'est eux avant tout, c'est des gens dans une extrême précarité et d'une grande misère psychique aussi bien que sociale, qui font les allers-retours avec la prison, qui les désinsèrent à chaque fois un peu plus, et où quand ils sortent de prison, un système est tel qu'ils ne peuvent que retourner dans un circuit de délinquance, ne serait-ce que parce que l'accès au traitement leur est pas possible immédiatement, le temps qu'on reconnaisse leurs droits de sécurité sociale. Certains sont obligés d'aller au marché noir où le médicament coûte moins cher que de payer le ticket modérateur ou payer le médicament en pharmacie. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement sur le dispositif qu'on a actuellement, à mon avis. Que vous avez actuellement. Alors, Georges-Henri Melnotte, vous souhaitez nous amener, enfin, en tout cas, quand on a parlé des addictions, vous dites, on va même dépasser, on va plus recourir aux molécules, hein, on va avoir une autre forme d'addiction. Je pense à des addictions qui vont se généraliser. Je pense, enfin, pour ce que j'ai compris, au recours au virtuel, à la capacité de recourir au virtuel, à des hallucinations, sans avoir à ingurgiter une moindre substance. Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation, parce que nous avons peu de possibilités de parler avec la ville, tout simplement, de ce qui est en train de se passer, et vous nous offrez cette possibilité. Merci. Oui, comment vous dire ? Je trouve que l'emploi du terme d'addiction nous donne une sorte de fausse sécurité. Il y aurait eux, et de notre côté, il y aurait nous. Il y aurait les addicts, ou bien, comme David Le Breton le dit, peut-être que ce mot ne convient pas, en effet, des personnes dépendantes, et il y aurait nous. Cette notion s'appuie sur l'idée qu'effectivement, lorsque l'on a une pratique d'un certain nombre de substances assidue, on peut tomber dans une maladie de dépendance, une dépendance neurobiologique dont aujourd'hui nous apprenons, au sujet de laquelle nous apprenons de plus en plus, mais la majorité des personnes qui utilisent des substances les plus diverses ne sont pas atteintes de cette maladie. Donc les classer toutes dans un même sac, celui de l'addiction, est déjà un abus. D'autre part, la notion d'addiction, je crois que ça vient d'être dit, est une notion qui a un énorme problème, c'est un problème frontalier.
Car si l'on cherche un tout petit peu de son côté pour voir si l'on est indemne de dépendance, eh bien, on va tout de suite se rendre compte que, à moins d'être une personne très, très, très austère et coupée du monde, misanthrope, pourquoi pas, qui lui aussi est dépendant à sa manière, il y a peu de possibilités qui s'offrent à nous pour nous certifier que nous ne sommes pas nous-mêmes dépendants. Et donc, vous voyez, parler d'addiction nous donne la fausse sécurité qu'il y a eux et que nous sommes indemnes de cela. C'est pour cela que je crois qu'il faut reprendre les choses d'une manière plus nette et plus rigoureuse pour dire que nous sommes tous, à des degrés divers, dépendants. Alors, partant de cela, vous voyez tout de suite que des questions se posent. La première, c'est que peut me permettre de connaître comme expérience l'absorption d'une substance psychoactive. J'appelle ça comme ça, une molécule. Eh bien, je vais prendre une hypothèse que je vous soumets. Ça peut me permettre de connaître un ailleurs. Ça peut me permettre, je ne parlerai peut-être pas de la fin du corps en tant que le corps serait présent ici, immédiatement dans le monde, mais ça peut me permettre d'une certaine façon de m'extérioriser du présent et de l'actualité de ma vie. Or, vous voyez que ceci, nous connaissons certaines fois dans notre vie de telles aspirations, quand tout va mal, ou bien quand je suis malheureux, ou bien quand décidément la vie est insupportable. Bien, comme le disait Homère, lorsque Ulysse aborde le pays des lotophages, il se rend compte que dans son Odyssée, il a un immense péril qui est devant lui. C'est que goûter à la fleur de lotus, ça procure l'oubli. Bien, eh bien, vous voyez, je crois que... En fait, nous sommes tous en recherche d'oubli, c'est ça, c'est ce que je comprends. Je pense que nous avons effectivement affaire à un problème qui est celui de l'ailleurs et qui, de ce point de vue-là, nous concerne tous. D'accord, très bien. Alors, je me tourne quand même vers vous, Jean-Philippe Lang. Est-ce que vous pourriez nous éclairer également là-dessus? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste pour que, voilà, qu'on comprenne peut-être un peu plus? Je partage l'avis de tous mes collègues sur le fait qu'effectivement les addictions sont d'abord un terme générique qui veut effectivement dire que chacun d'entre nous a ce potentiel et est un toxicomane en puissance. Ça, c'est une certitude, et c'est une certitude qu'il faut admettre, qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous, si ce n'est à un moment donné dans une temporalité, une évolution, la chance des rencontres, la malchance des rencontres d'anges heureuses, hein, que l'on peut couper comme ça sur un terme tout à fait générique. Ce qui me paraît très important de préciser, c'est que ce n'est pas juste la dépendance qui va faire le danger. Et qu'aujourd'hui, que ce soit la consommation du tabac, du cannabis, de l'alcool, des nouvelles technologies, elles sont là. Elles sont là de plus en plus tôt, chez des jeunes gens de plus en plus précoces, avec des cerveaux qui n'évoluent pas aussi vite que l'offre qui existe. Je dirais en 10 ans, on a connu une évolution dans les nouvelles technologies qui n'ont rien à voir avec l'évolution des 40 ans précédents. Et c'est vrai que le cerveau, l'évolution de ce cerveau n'est pas non plus dans la même vitesse. Et que finalement, les jeunes gens, ou nous-mêmes, sommes confrontés à des phénomènes avec une structuration, une compréhension qui fait, pour raisonner sur le terme de la chanson et le titre de la chanson, qu'on arrive quand même souvent en retard par rapport entre ce qui est en train de se passer et ce que l'on peut faire. Alors on essaie de rattraper la justice, les structures de soins, et puis on rajoute, et puis on rajoute, et puis on rajoute, dans une spécificité à chaque fois pour la population précaire, pour les femmes enceintes, pour les toxicomanes, pour
pour les prisons. Et on essaie à chaque fois de mettre des pansements comme ça. Alors qu'à un moment donné, on a peut-être à s'interroger sur qui on est, comment on se construit, que ce besoin d'ailleurs, mais prendre des risques, c'est couper avec ses racines. Si on prend les termes génériques dans leurs racines latines et grecques, et que quand on est un enfant, on n'a qu'une seule envie, c'est de quitter ses parents, et les parents, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de voir leurs enfants partir bien, et que la seule façon de couper, c'est de couper ses racines et de prendre des risques. Donc cette prise de risque, elle est absolument nécessaire. Et peut-être que le discours aujourd'hui, c'est de dire, ils ont peut-être le droit de s'amuser, ils ont peut-être le droit d'avoir ces choix, ils sont confrontés à cette réalité, mais il faut qu'on évite qu'ils en meurent. Voilà. Et de telle manière, il faut aussi qu'on évite que ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ça précocement en meurent aussi. Et c'est là où le discours de réduction des risques et de prévention est, à mon avis, essentiel par rapport à la justice, mais que la réduction des risques, la prévention et que l'énergie et toute l'économie qu'on a à mettre, l'économie d'énergie aussi, doit peut-être mettre dans des tuyaux qui sont plus précoces. Et l'éducation a aussi un rôle majeur à jouer aujourd'hui, la structure familiale et comment on peut construire, comment nos enfants peuvent croire en eux, pour éviter d'être obligés de croire à plein de choses d'autres après eux. Ce qui nous amène aussi sur le terrain de la prévention. Bon, on se demande, Yves Bure, pourquoi est-ce que toutes ces campagnes de prévention, alors je n'en ai pas plus précisément en tête, mais c'est vrai que l'idée récurrente, c'est que finalement, elles ne sont pas très efficaces contre le tabac, contre l'alcool, contre ceci, contre cela. Est-ce qu'on peut dire cela d'abord? Oui et non. Oui et non, parce qu'on ne regarde que, disons, le moment de notre histoire où nous sommes aujourd'hui. Je prends l'exemple du tabac. Depuis les années 90, la consommation a été réduite considérablement, de moitié quasiment. Néanmoins, avec 33% de fumeurs plus ou moins réguliers, ça reste quand même un problème. L'alcool, c'est la même chose. On regarde, nous sommes toujours les premiers consommateurs d'alcool, semble-t-il, au monde. Hein. Il faut bien que, je dirais, on puisse profiter naturellement de la qualité de la production française. Mais on oublie que il y a 20 ans, 30 ans, on consommait 2 fois plus. Et donc des choses sont arrivées. Ensuite, je crois que je l'ai dit hier dans le débat sur le domaine de la médecine, c'est que quelque part, nous avons un système curatif, nous n'avons pas un système préventif qui est structuré, organisé et financé. D'ailleurs, ce matin aussi, Édouard Coty l'a répété à la librairie Kléber. Il avait aussi mis l'accent sur le fait que, par exemple, le budget de la prévention, c'est, je crois, 3% du budget de la santé, 3 ou 4%. Oui, tout à fait, voilà, c'est ridicule. C'est 3%. Et donc, il faut bien regarder. Ensuite, les moyens, je donne de nouveau un exemple sur le tabac, parce que c'est celui que je connais le mieux, hein, mais nous consacrons, c'est bien simple, aujourd'hui nous consacrons 54 millions à la sécurité routière. 54 millions à la prévention de la sécurité routière. Il meurt moins de 3000 personnes, et quand il y a 150 morts de plus, ça y est, tout le gouvernement qui mobilise, les contrôles de vitesse sont renforcés, et à côté de ça, on dépense 28 millions d'euros pour la lutte contre le tabagisme, qui fait 73 000 morts, 200 par jour. Et on consacre, je crois que la Cour des comptes avait dit à peu près dans les 0,05 euros, donc 5 centimes d'euros par tête de pipe, là où d'autres pays comme l'Australie consacrent 5 euros. Alors il ne faut pas s'étonner à un moment donné qu'au bout les résultats ne soient pas là. C'est peut-être aussi tout simplement qu'on ne veut pas avoir davantage de résultats. Et nous voyons bien que quelque part on est dans une ambiguïté. On parle beaucoup de tabac parce que effectivement c'est quelque chose. Moi j'ai toujours été surpris de voir la passion dès qu'on parle de tabac, radio-télé. On me dit que les standards téléphoniques explosent, les gens ont des tas de choses à dire. On parle beaucoup moins d'alcool. Les deux combinés font des ravages combinés beaucoup plus importants. Et donc je crois qu'il y a une volonté politique qui est ambiguë. Je considère aujourd'hui, j'ai envie de dire, à droite comme à gauche, et je demande à voir, je crois qu'on prend en compte beaucoup plus la santé économique des viticulteurs ou des buralistes, plutôt que la santé de l'ensemble du pays. Et donc on n'ose pas, j'ai envie de dire,
disons, investir pour réduire, pour arriver à des résultats qui sont possibles. Je prends l'exemple de pays comme la Grande-Bretagne. Ils étaient comme nous il y a une dizaine, quinzaine d'années avec à peu près 33% de fumeurs dans la population. Ils sont aujourd'hui à moins de 20. Alors on me dit, est-ce qu'il faut continuer sur cette voie-là? J'en sais rien, mais je pense qu'on a des objectifs à se donner à ce niveau-là et à investir, je pense, significativement plus d'argent. Je termine en disant simplement, avec l'expérience maintenant de ma vie parlementaire, je me rends compte que j'étais à l'origine d'un certain nombre de mesures, mais que nous n'avons pas pris conscience, et moi-même, maintenant j'en ai conscience, on a pris des mesures successives, qui étaient souvent des mesures d'interdiction, je dirais de père fouettard, si on veut. Hein. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'une part parce qu'on prend les mesures les unes après les autres, donc elles n'ont pas d'efficacité, et on le voit depuis 10 ans. Et en même temps, il faut s'adresser à un autre registre, et pour ça je suis très intéressé dans la lutte contre cette dépendance au tabac, dépendance à l'alcool, quelle peut être l'autre versant que l'on doit mettre en œuvre. Et je parle ici en présence, je dirais, de beaucoup de responsables d'organismes ou de structures d'accompagnement. Vous voyez vous-même la modestie des moyens qui est consacrée à cette cause. Donc il y a un vrai choix politique et je pense que pas uniquement pour le tabac et l'alcool, pour l'ensemble, je dirais, du contrôle ou de la maîtrise des addictions. Alors, question à tous, avant de donner la parole à nos grands témoins. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller, par exemple, sur la question du tabac, de la drogue, de l'alcool, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à responsabiliser la personne et dire, voilà, si vous fumez, eh bien, ça vous coûtera tant et tant, ou votre assurance sera plus chère. Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là, envisager de telles mesures? À vous. Mais également, à vous. Naturellement, on pourrait être tenté de dire, chacun sait à quoi il s'expose et il assume les risques, hein, et financièrement. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Mais qui accepterait de dire, mon père fume ou même consomme de manière excessive de l'alcool, et puis tant pis, écoutez, on va tous devoir payer parce que la société ne prend plus. Il y a aussi l'expression, le fait de fumer, le fait de consommer de l'alcool, les drogues. Est-ce que les gens ont toujours choisi d'y entrer? Et je prends l'exemple du tabac. On ne fume pas simplement parce que c'est formidable, c'est merveilleux. On fume parce que les fabricants ont compris qu'à l'intérieur, il y a une substance addictive extrêmement puissante, la nicotine. Ce qui fait un peu la différence entre le tabac et l'alcool, c'est pas parce qu'on boit 2-3 verres d'alcool de temps en temps que forcément on deviendra alcoolique. Mais par contre, si vous fumez pendant 10 jours de suite, et c'est ce qui arrive assez rapidement avec les jeunes, vous êtes attrapé par l'addiction à la nicotine. Et c'est d'ailleurs une des questions qu'on pose avec la cigarette électronique, qui par ailleurs a certainement beaucoup d'intérêt, mais qui met quand même une substance addictive à la disposition des gens. Donc moi personnellement, et tout rapporteur du budget que j'étais, j'en suis pas à dire qu'il faut que chacun paye en fonction de son mode de vie. Je pense que si on appliquait la mesure, hier quelqu'un parlait du ski, du sport, du foot, je pense que la sécurité sociale serait en excédent parce qu'à mon avis, elle ne rembourserait plus personne. Alors, Georges-Henri Belnotte, ensuite David Le Breton et puis Laurent Michel également. Oui, je m'excuse de ne pas avoir pu répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, mais je saisis la balle au bon. Il y a un philosophe qui s'appelle Stigler et qui dit que la société est addictogène. Elle fabrique des addictions. Je crois que le propos de monsieur Bure va assez dans ce sens. D'ailleurs, quand il nous parle des bénéfices que l'on peut retirer par le biais de la fiscalité sur un certain nombre de ces addictions. Eh bien, le point, je serai bref, je pense que le problème qui se pose à nous, ce n'est pas seulement le problème de l'alcool, du tabac, etc., mais ce que nous offrent les nouvelles technologies.
car les nouvelles technologies, n'est-ce pas, nous permettent aujourd'hui d'entrer à l'intérieur d'images. On ne pourra même plus dire dans quelque temps qu'elles sont virtuelles par rapport à la réalité matérielle, puisqu'il y a de nouveaux concepts qui font qu'on peut aujourd'hui, avec des lunettes particulières, se retrouver dans son appartement avec une réalité augmentée, c'est-à-dire avec des objets qui sont des objets virtuels, qui sont parfaitement à leur place dans la maison. Eh bien, le problème qui se pose, c'est qu'à partir du moment où l'on est pris par ces nouvelles techniques dans d'autres façons d'être ailleurs qu'en prenant par exemple de la cocaïne ou en prenant du vin ou en prenant, je ne sais pas moi, du LSD, et que des réalités nouvelles surgissent dans lesquelles on se trouve immergé et sollicité dans tous nos sens, eh bien on voit à quel point aujourd'hui, effectivement, je trouve que Stigler est pertinent dans la mesure où nous nous trouvons de plus en plus sollicités pour aller ailleurs. David Le Breton. À Yves Bure par rapport au manque d'efficacité des campagnes de prévention. Pour moi, leur manque vient d'une lacune anthropologique d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une incapacité à penser l'ambivalence, à penser le fait que, par exemple, le tabac, l'alcool, la vitesse sur les routes ou autres peuvent participer aussi du sentiment d'identité des personnes. Donc une prévention qui mise sur la rationalité, sur l'utilitarisme, sur le fantasme que de montrer la dangerosité d'un comportement va forcément amener à l'arrêt de ce comportement par l'individu. Ça n'a pas beaucoup de sens, d'ailleurs pas seulement l'anthropologie, la psychanalyse aussi a énormément réfléchi sur cette idée d'ambivalence. C'est-à-dire que la personne qui voit un spot sur le danger de la route va dire le chauffard c'est les autres, on sait bien ça. Et puis pareil pour l'alcoolique c'est l'autre, c'est celui qui boit, qui est ivrogne, etc. Mais moi qui bois beaucoup, je tiens l'alcool, etc. Donc il y a toujours ce discours que les acteurs vont tenir sur eux-mêmes pour se mettre un peu au-dessus du lot. Voilà. Et je pense que les campagnes de prévention deviendront efficaces quand elles intégreront ce qu'on appelle de façon un peu trop utilitariste les bénéfices secondaires, entre guillemets, qui renvoient simplement à des structurations d'identité. Et puis une deuxième chose, donc pour moi évidemment les formes de dépendance ne sont pas une question de cerveau et donc pas une rencontre simplement avec la nicotine ou autre, sont plutôt des histoires de signification. C'est-à-dire à un moment donné dans nos histoires de vie, il y a un comportement, il y a une substance, il y a quelque chose qui résonne en nous, qui est une sorte de sésame et qui nous donne enfin une signification à notre existence. On a été des millions à fumer par exemple quand on était plus jeune pour devenir des hommes. Bon, voilà, par exemple d'ailleurs un effet de structuration de soi quand on est adolescent, la première cigarette, le premier verre, etc. Mais on sait bien que la plupart d'entre nous n'avons pas persisté dans le tabac, parce que dans la cigarette, ça ne nous plaisait pas vraiment. Il y a des travaux américains d'ailleurs qui montrent que l'initiation à la marijuana se fait à l'intérieur d'un groupe et à travers l'émulation, à travers le désir de se rendre digne des autres. Mais pour d'autres, la marijuana restera, le cannabis restera quelque chose de complètement extérieur à eux-mêmes. C'est donc, pour moi, la dépendance, c'est la rencontre intime entre un acteur et une substance, un comportement ou autre, qui vient faire sens dans sa vie à un moment donné où il est en porte-à-faux aussi avec le monde. Parce que s'il faut en effet prévenir ces comportements, empêcher, comme a dit Jean-Philippe, que ces jeunes ne meurent, par exemple, il ne faut pas oublier qu'en amont, il y a aussi un mal de vivre qui a amené ces jeunes à trouver, ou ces moins jeunes d'ailleurs, à trouver dans ces comportements de dépendance une réponse provisoire. C'est ce que j'appelais tout à l'heure une technique de survie. Je vous ai peut-être paru un peu expéditif, mais la plupart du temps, dans ces comportements d'addiction, ce sont des jeunes qui n'ont pas le choix. Ils ont perdu le choix des moyens. Ils sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, et ils s'agrippent à l'alcool, ils s'agrippent le tabac, c'est moindre, ou ils s'agrippent à la drogue ou à d'autres produits comme ça pour pouvoir continuer à exister. Donc prévenir, ça ne veut pas dire les empêcher de fumer, de se droguer, etc. Ça veut dire leur donner un sens à leur vie qui leur permette de dépasser la nécessité qu'ils sont de recourir à ces substances ou à ces comportements. Laurent Michel.
Oui, moi, il y a quelques points d'abord qui me paraissent importants sur la question de la toxicité des produits. Je pense que c'est important à rappeler. Le tabac est toxique sur différents plans. C'est un des produits les plus addictogènes. Quand on fait le ratio dans la population de ceux qui expérimentent et de ceux qui deviennent dépendants, c'est à peu près de 1 sur 3, alors qu'il est beaucoup plus faible pour d'autres produits. Donc c'est un produit très addictogène. Pour l'alcool, il y a une toxicité aussi, mais je vais le dire de manière un peu provocatrice. Par exemple, les opiacés ne sont pas toxiques en eux-mêmes. Ce qui est toxique, c'est la manière dont on les utilise, c'est-à-dire la voie intraveineuse, le risque infectieux, une surquantité, le risque d'overdose. Ce qui veut dire que l'utilisation traditionnelle d'opium, par exemple, n'était pas forcément associée à des conséquences majeures de santé publique, sauf quand c'était excessif. Là, c'est les fameuses fumeries d'opium et les conséquences que ça avait. Mais juste à titre anecdotique, la Thaïlande, donc j'en parlais tout à l'heure, avait déjà les premières lois prenant une prohibition au XIVe siècle. Donc ça date pas d'hier, ils ont fait tout un circuit. Au XIXe siècle, devant l'échec de ce qu'ils avaient fait, du constat que ça représentait, ils ont confié à la communauté chinoise d'alors en Thaïlande le marché de l'opium, qui était plus ou moins légalisé, jusqu'en ce qu'en 1908, ça devienne une patente d'État et que ce soit l'État qui vende avec une réduction du nombre de consommateurs et une régulation d'usage qui a été remis en cause en 1958 avec une augmentation du nombre de consommateurs. 1958 est le moment où on a commencé à appliquer les législations internationales, une augmentation du nombre de consommateurs et surtout des conséquences sanitaires parce que c'était plus de l'opium mais de l'héroïne qui s'utilise en plus faible quantité, qui a moins d'odeur, qui se trafique mieux. C'est important parce que le contexte dans lequel évolue l'usager joue aussi. Alors, sur les interactions, un dernier petit point qui est intéressant, qui est anecdotique mais intéressant, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un Américain qui a participé à la nouvelle classification sur l'usage de drogue, etc. Le fameux DSM-5, ça ne vous dit rien du tout, mais c'est un manuel qui est utilisé de manière courante en médecine comme référence, notamment pour la recherche, mais aussi parfois la clinique, dont se sert l'Organisation mondiale de la santé aussi pour classer les maladies, et où il y a eu une évolution importante ces derniers temps, où avant il y avait l'usage simple, c'était l'usage socialement réglé, c'est-à-dire vous et moi on boit un verre, voilà, etc. Il n'y a pas de conséquences. Il y avait la notion d'abus. Abus, c'est des conséquences de sa consommation, mais sans être dépendant. Et la forme ultime, la dépendance. Et avec la nouvelle classification, la distinction abus-dépendance a complètement disparu. Je pensais que c'était une évolution idéologique particulière. Et en fait, l'Américain m'a dit, mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a toutes les peines du monde aux États-Unis à ce que les assurances sociales remboursent les soins pour l'abus, alors que c'est remboursé pour la dépendance. Donc on a fait sauter la distinction abus-dépendance pour que les patients puissent être remboursés. C'est pour vous dire le combat de tous les jours que représente la prise en charge des addictions. Ça a fait sauter quelques illusions sur la théorie profonde de ces guides, mais voilà. Jean-Jean Melnotte disait, vous voyez comment la science se fait. Et après, on fait des critiques aux politiques, n'est-ce pas, Monsieur Bure? Margot Durand et Agathe Vix, on va vous écouter. Vous commencez dans l'ordre que vous voulez. Allez-y. Moi, je voudrais d'abord rebondir parce que vous avez parlé de prévention. Et je trouve qu'aujourd'hui, la prévention, elle n'est pas du tout appliquée. Enfin, pas du tout. On peut vraiment la nuancer. J'ai l'impression que c'est plus un mythe. Enfin, en tant que jeune, j'ai pas l'impression qu'on nous a souvent parlé de toutes ces drogues, de ces alcools. Alors, bien sûr, on en connaît les effets négatifs. Mais vous voyez, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, juste en parler, on l'a jamais fait en cours, en classe, et je pense que ce serait quelque chose d'utile d'en parler plutôt que pour la cigarette, de juste marquer « fumez-tu » sur un paquet. Au fond, ça, on le sait très bien, et c'est pas suffisant pour dissuader le jeune de fumer. Et ensuite, je voudrais parler du débat qu'on a aujourd'hui, qui est sur le cannabis. Je me suis posé une question, c'est est-ce qu'une loi pouvait vraiment interdire une addiction? Et je suis tombée sur un chiffre que je trouvais plutôt alarmant, comme quoi il y avait 13,4 millions de Français qui ont déjà expérimenté le cannabis. Et je trouve que c'est plutôt un chiffre élevé et que la loi perd vraiment de sa crédibilité. Je trouve qu'il y a énormément aujourd'hui de lois qui sont très strictes et qui ne sont pas respectées. Et je trouve que c'est plutôt un gros problème. Je pense que le mode d'action, il doit changer et on ne peut plus interdire par une simple loi. C'est pas suffisant. Je pense qu'il
il faut parler, il faut discuter, il faut convaincre, informer les consommateurs, mais aussi ceux qui ne consomment pas, parce qu'on a souvent tendance à agir sur ceux qui ont déjà beaucoup consommé. Ensuite, je pense qu'en interdisant le cannabis, le consommateur, il est plus vraiment acteur de ses choix. Je pense qu'en assouplissant un peu, en redonnant un peu plus de liberté, l'individu serait plus livré à lui-même et plus responsable de ses propres choix. Il pourrait plus décider ce qui est bon ou mauvais pour lui, enfin, grâce à la prévention. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser ce trafic illégal et souvent violent continuer, que l'État, il doit, mais il a aussi la capacité de pouvoir réguler ce marché en mettant en place des règles dans un cadre justement bien défini. Enfin, je pense qu'il faut, avec le cannabis, il faut en partie dédramatiser ce problème, parce que je pense que c'est surtout une question de quantité. Aujourd'hui, on est entouré de beaucoup de choses qui sont mauvaises pour la santé partout dans toute la consommation, qu'il y a sans cesse des nouvelles drogues sur le marché, et que c'est plus seulement la loi qui peut réguler cette consommation, mais qu'il faut vraiment une prise de conscience des individus. Et que pour moi, la loi aujourd'hui, c'est plus un impact dû au fait qu'elle punit en cas de non-respect. Et donc je pense que oui, donc que c'est pas une loi, malgré qu'elle soit pour ou contre, qui pourra avoir un impact sur les addictions. Que la légalisation de cannabis, elle demande, je pense, un encadrement encore plus important, et que son usage n'est vraiment pas à banaliser. Et enfin, à mon avis, il sera très difficile de savoir quelle est la meilleure solution à prendre avant d'en avoir essayé une. Voilà. Bah, écoutez, est-ce qu'on va oser reprendre la parole après ça? Mais il y a vraiment beaucoup de choses extrêmement riches et c'est passionnant à votre regard en plus. Hein. Mais je retiens la question, enfin en tout cas une remarque première, je ne sais pas si vous souhaitez réagir là-dessus, c'est quand vous dites qu'il n'y a pas assez de prévention, on n'a pas, enfin apparemment ça n'arrive pas à vous les jeunes, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, donc nous notre classe on est là, mais en classe, en cours, jamais quelqu'un est venu pour parler. Enfin, je pense que par exemple, si des jeunes venaient parler de leur expérience de drogués, par exemple, enfin, je pense que c'est quelque chose qui toucherait les jeunes aujourd'hui et que ça nous aiderait à peut-être plus nous rendre compte de ce qu'on fait quand on boit ou quand on se drogue. Ou, voilà. Qui a envie de réagir au propos de Margot à cette table? Oui, David? Oui, là vous évoquez ce qu'on appelle la prévention par les pairs, PAIRS, c'est-à-dire demander à d'autres jeunes de témoigner par exemple d'accidents de moto qu'ils ont eus en conduisant sans casque ou d'expériences sexuelles malheureuses qui ont amené à des pathologies ou autres. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'identification, un miroir, un effet miroir avec les personnes qui témoignent. Voilà, je pense que c'est une très très bonne pratique qui est pas mal mise en œuvre. Juste 2 ou 3 petites remarques. C'est l'importance de la transgression. Vous vous étonnez qu'une loi ne soit pas suivie dans les faits. Mais là, en l'occurrence, on parle des jeunes générations et on connaît la puissance de la transgression, justement. Le goût de défier toutes les formes d'autorité. Et la transgression est toujours une manière de construire de la puissance. C'est-à-dire on se sent au-dessus du monde, au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde quand on transgresse. Et on comprend que ce soit une idée passionnément adolescente et qu'elle tend à s'atténuer plus tard quand on devient adulte. Et puis également, il y a cette dimension de ritualisation du passage, entre guillemets. C'est-à-dire devenir des hommes, devenir des femmes, en fumant sa première cigarette, en ayant sa première relation sexuelle, même si elle n'est pas du tout protégée, en roulant comme un fou sur la route avec sa mobilette sans casque, etc. C'est une manière de se prouver. On peut dire aussi que ce sont des rites de virilité, ce sont presque toujours d'ailleurs les garçons, entre parenthèses,
on n'a pas introduit la dimension du genre, elle est aussi très intéressante en la matière, même si on sait que les filles rattrapent pas mal les garçons en ce moment en termes d'alcoolisation notamment. Mais on est beaucoup dans des rites de virilité où il s'agit de montrer qu'on est le meilleur, qu'on est par-delà les autres. Voilà. Et encore une fois, donc là, la prévention qui est faite, quand elle est faite dans les collèges, dans les lycées, n'intègre pas suffisamment, à mon avis, l'ambivalence, c'est-à-dire le fait que ces formes de transgression participent en même temps de l'identité personnelle, sont des supports pour se sentir vivant, réel, exister, etc. Effectivement, la loi ne fait pas tout. Nous sommes un pays qui adorons légiférer. On a un Parlement, je peux vous dire, il y a un problème, hop, une loi. Et on pense le politique pense qu'il a voté la loi, donc le problème est réglé. Et en fait, en tous les cas, il a fait son devoir. Hein. Et je mesure bien que, je prends l'exemple de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Voilà un truc qui était inscrit dans une loi 92 qui n'a jamais été respectée. Et puis on a simplement précisé un tout petit peu la loi, ou le décret, même pas la loi, et on a décidé que ça se mettait en œuvre dans les entreprises, dans les lieux publics, dans les restaurants, dans une salle comme celle-ci. Et ça a été respecté. Et là, nous voyons pourquoi ça a été respecté. Il n'y a jamais eu un contrôle de la part de l'État. Cet État crée des interdits, mais se refuse à les faire respecter. Dans une loi, on a interdit la vente d'alcool aux mineurs. Pas un supermarché n'a été contrôlé pour savoir si effectivement il l'a respecté. Aujourd'hui, je suis sûr que 6 mineurs sur 10 de 12 ans peuvent passer avec une bouteille de vodka, une caisse, personne ne les embêtera. Et ça, donc la loi sur d'interdiction de fumer dans les lieux publics, elle a été respectée parce qu'elle a été portée par la population. 85% des Français étaient d'accord, donc elle s'est imposée par elle-même. Et je crois que c'est extrêmement important aussi. Il faut que de temps en temps, la règle rejoigne un petit peu le soutien, de la population. Deuxième point par rapport à la prévention, j'étais récemment en Grande-Bretagne et j'étais assez surpris de la manière dont ils abordaient les questions. Peut-être beaucoup moins d'une manière, disons, moralisante, punitive, comme on a tendance peut-être encore à le faire un peu de trop, ne pointant que les dangers, qui quand on est jeune, on vous l'a dit, hein, on s'en fout, hein, le tabac tue, mais bon, je suis jeune, j'ai le temps, je ne suis pas pressé. Mais ils ont lancé des opérations plutôt positives, de la prévention positive, et ils ont par exemple considéré, ça m'a assez marqué parce que quelque part, je pense que c'est une chose qu'on n'a jamais faite en France, on dit dans notre vie quotidienne, dans l'année, en général, on a des périodes où c'est les périodes des bonnes résolutions. On vient d'en terminer une, c'est le début de l'année. Et puis, il y a la période où des retours de vacances, on se dit, ben voilà, j'ai fait un peu de sport, un peu d'activité, bon, je prends de bonnes résolutions. Et eux ont lancé l'opération Stop Ober au mois d'octobre. On lance un défi dans toutes les structures du pays, entreprises, collèges, lycées, services publics, pour dire, voilà, on essaye pendant 28 jours de ne pas fumer. Et ça devient un challenge qui est supporté par l'ensemble des équipes dans lesquelles qui le relèvent. Et on rentre là dans quelque chose de beaucoup plus positif, notamment en termes d'image. Ça rejoint un petit peu. Et on n'est plus seul, on est ensemble. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut que nous nous inspirions. C'est le pragmatisme anglais, certes, mais je pense qu'on rentre dans une image plus positive que, je dirais, les démarches dans lesquelles nous entrons. Et je le dis parfois à mes collègues des associations, il faut peut-être faire attention à l'image que nous donnons, qui est souvent une image un peu répressive. Jean-Emile Notte, puis après Jean-Philippe Lang. Nous sommes ici en train de réfléchir ensemble sur des questions de bioéthique. Il me semble que je vous remercie d'avoir posé la question de la manière dont vous l'avez faite. En effet, nous avons un corps. C'est pas toujours sûr. Et donc il y a des fois où il faut l'éprouver, ce corps.
il n'est pas dit que le sport soit la seule façon de s'y prendre pour pouvoir éprouver ce que c'est qu'un corps. Il est possible, en effet, que nous tentions d'autres expériences, ne serait-ce que pour éprouver ses potentialités, pour savoir comment est-ce qu'il réagit dans telle circonstance avec tel produit. Donc il y a très normalement, enfin chez chacun d'entre nous, une relation très problématique au corps, qui est que c'est une énigme après tout, ce corps. Une maladie, c'est quoi? C'est avant tout une énigme qui apparaît dans une réponse que le corps ne fait plus de façon habituelle. Bien, eh bien, il me semble qu'il n'est pas évident d'accepter a priori l'idée du corps sain. Parce que pour savoir ce que c'est qu'un corps sain, encore faut-il savoir ce que c'est qu'un corps qui ne l'est pas. Et donc, il faut éprouver les limites que tout un chacun peut connaître avec des sensations, des expériences particulières. Et je crois que c'est là que nous pouvons nous rendre compte que, en effet, une loi ne suffit pas pour régler ce problème. Jean-Philippe Lang. Oui, j'aimerais apporter quelques éclairages. D'abord, revenir sur la question des moyens. Je crois que c'est très important que tout le monde entende que depuis 15 ans, 10 ans, il y a beaucoup de moyens sanitaires qui ont été développés autour des addictions. Beaucoup. Et qu'aujourd'hui, dans notre région, tous les hôpitaux de la région ont un centre de soins et d'accueil de prévention pour les addictions. Il y a des concessions jeunes consommateurs partout. Il y a des points d'écoute jeunes partout. Il y a des équipes de liaison partout. Il y a des services d'addictologie partout. Chacun d'entre vous, à 30 km de chez lui, 40, a à sa disposition par le service public la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui il puisse échanger et discuter, que ce soit pour lui ou pour ses proches. Donc la question du coût de ce qu'on a mis en moyens, elle existe. Ceci pour dire que ça nous engage aussi en tant que responsable de structure, je l'ai été, je le suis encore en tout cas dans le domaine de la prévention avec le CIR d'Alsace, mais aujourd'hui il se pose aussi la question des moyens que l'on met à s'articuler, à rendre cela cohérent. Et j'aime beaucoup ce mot parce qu'on peut l'écrire de deux manières, chacun dans son coin, cohérent ou ensemble. Et la différence de la manière dont on le pense coûte beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ensuite, il faut pas oublier que les lois, elles existent. Qui sait aujourd'hui qu'une consommation de cannabis, c'est pénalement puni d'une peine de prison et éventuellement d'une amende non négligeable? Que dealer, ça vaut l'équivalent de 5 ans de prison. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses où effectivement les lois existent mais ne sont pas appliquées. Comme vous le dites, les actions de prévention, c'est essentiel. Je reste et je persiste à penser que le premier endroit où on doit avoir une mission de prévention, c'est la famille, c'est l'éducation. C'est de telle manière que les enfants qui poussent aujourd'hui puissent bénéficier de suffisamment de réassurance sur ce qu'ils sont, sur leurs compétences et leurs attaches pour pouvoir pousser. Mais ça ne pousse pas tout seul. Ils vont essayer, ils vont s'amuser. Mais s'amuser peut tuer. La consommation d'alcool aujourd'hui des jeunes, c'est leur première cause de mort. Si nos enfants consomment de l'alcool, ils consomment la substance qui peut les tuer. Alors, peu importe ce qu'ils consomment. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il ait un portable branché, qu'il m'appelle quand il se sent en danger, qu'il sache ce que c'est que le danger, où et quand, que quand éventuellement il a un rapport sexuel, qu'il utilise une capote éventuellement, qui sache repérer le danger et qui puisse se sauver, qu'il ne donne pas. Pourquoi aujourd'hui un consommateur de cannabis ne peut pas juste consommer pour lui? Pourquoi un copain doit donner à un copain? Et qu'est-ce que ça va faire quand il va se donner à un copain? De dire à qui vous êtes, jeunes gens, consommez si vous voulez pour vous, en connaissance de cause, en connaissant les risques, mais ne donnez pas. C'est aussi un acte de réduction des risques. Donc je pense que c'est très important de réfléchir sur les causes. Mais c'est très important aussi de ne pas négliger en tant qu'adulte les dangers immédiats, quels que soient les mécanismes par lesquels on y rentre et le pourquoi on le fait. Agathe, on aimerait bien t'écouter aussi. Après, il y a également Emmanuel Hoff. Oui, donc moi, comme Margot, je me suis penchée sur le problème du cannabis.
et du décalage qui est, à mon sens, entre les mesures qui sont mises en place pour lutter contre le cannabis et notre société actuelle. Puisque en tant que jeune, on se rend compte de l'inefficacité des mesures qui sont mises en place, alors que la France a une des législations les plus sévères. Elle a également la consommation l'une des plus élevées d'Europe. Donc on voit bien là, comme l'a dit avant l'un des intervenants, qu'il y a un décalage entre les lois qui sont mises en place et les réelles applications. On peut faire un parallèle avec l'alcool, puisque nous, en tant que mineurs, on peut très facilement se procurer une bouteille d'alcool dans n'importe quel magasin. Oui. Et je vois aussi également très bien autour de moi que n'importe quelle personne, mineure ou majeure, peut se procurer du cannabis. Donc on voit bien là qu'il y a un problème et un décalage. En plus, cette politique, elle coûte extrêmement cher, puisque 568 millions d'euros par an sont consacrés à la lutte contre le cannabis. Et cette lutte occupe également 15% des forces de police et de justice. Et moi, je pense qu'il faudrait plutôt réinvestir cet argent dans la prévention, parce que comme le disait Margot avant, peu de jeunes sont sensibilisés au danger du cannabis et même des drogues dures. On ne connaît pas réellement les effets du cannabis. Alors que je pense que c'est très important d'en parler, et puis ça permettrait peut-être d'éviter à certains jeunes de commencer. Je pense que c'est important de responsabiliser les gens, de leur faire prendre conscience du danger, et donc plutôt établir des lois plus pédagogiques. Et peut-être que l'une des solutions qui pourrait être envisagée, étant donné que la demande est là, donc je pense qu'il faudrait plutôt l'encadrer et de permettre la production et la vente et l'usage du cannabis dans le cadre d'un monopole public. Donc que tout ça soit encadré par l'État, mais que surtout, si jamais cette solution peut être envisagée, je trouve que c'est essentiel que l'État propose un prix qui est similaire à celui qui est sur le marché noir pour pouvoir l'assécher. Je pense que de nombreux avantages pourraient en être tirés, puisque ça permettrait de contrôler la qualité de la drogue. Ça permettrait aussi de réduire le profit des trafiquants illégaux, qui est souvent réinvesti dans des actions terroristes, de baisser la violence issue du trafic et donc d'encadrer la vente. Oui, merci encore pour... Ce serait pas mal de les envoyer au gouvernement, par exemple, hein, vos propositions. Emmanuel Hoff, notre dernier grand témoin. Oui, alors, une discussion très dense. Alors, je vais commencer par faire une annonce très courageuse et importante. Avant ça, je vais demander à ma mère de couper le flux streaming vidéo. Surtout qu'elle est toujours sur Facebook. Parce qu'elle est très hein. addicte de ses enfants. Donc, ça peut peut-être un petit peu régler la dépendance. Mais trêve de plaisanterie, je terminerai par une question citoyenne. La première annonce, je vais faire mon smoking out. Je suis fumeur. Et je peux vous dire qu'il fallait être carrément charpenté, bien des bonnes épaules pour être avec vous sur cette tribune, parce que ça pose la question de ce que je représente. Quel est mon usage ? Quelles sont les causes, les conséquences qui sont de ma volonté, qui je suis, qu'est-ce que je dois porter comme conséquence de tout ça. Première petite question, peut-être qu'il faudrait un fumeur à la tête des politiques anti-fumeurs. Ça pourrait être intéressant parce que toutes les discussions autour du fumeur, je ne me suis pas senti forcément bien représenté. Il dit que c'est les pires. Oui, mais loin de moi le fait de dire que je fume sans avoir la conscience que je fume et qu'il n'y a que de l'addiction, il y a aussi une certaine volonté. Mais questionnez-moi, j'ai déjà avancé sur le sujet. En tout cas, si je prends un petit peu mon regard marketing, l'addiction, et pour moi, je peux le diviser en deux choses. C'est une source de consommation et à contrario, en opposition ou en synergie, c'est une source de recherche d'identité, d'appartenance
forte à une tribu, à une communauté. On en a discuté à plusieurs reprises ce soir. Et surtout, c'est souvent la suite à un parcours de vie. Et donc je pose une question, c'est est-ce qu'on va se battre pour ou est-ce qu'on va se battre contre? Et là, je repose la question de qu'est-ce que je représente moi en tant que fumeur? Est-ce que je suis la cause de beaucoup de déficits, la cause d'une espèce d'opprobre sur moi qui vient de se jeter? Je me dis, mais je suis quelqu'un de pas bien. En plus, on vient de me faire sortir dehors à chaque instant quand je vais fumer. Alors, j'ai un petit peu de... Est-ce qu'il tiendra 2 heures Par contre... sans fumer? Oui, ça va. Par contre, le vrai lien social se passe à l'extérieur maintenant. Voilà, je tenais à dire ça. Mais je ne fais pas l'apologie du tabac, au contraire. Donc, se battre pour, se battre contre. Faites attention aussi, je parle de marketing et de tendance. Être addict devient positif, c'est-à-dire être addict, c'est compétitif, c'est motivé, militant, il y a un caractère très positif et on le retrouve dans tout ce qui est publicité et communication. Donc il y a peut-être symboliquement l'addiction et c'est intéressant de faire un point entre addiction et dépendance. Cette différence est intéressante en termes d'étymologie et de symbolisme, mais c'est également un petit peu le support de l'addiction, du militantisme, le support d'une tendance qu'on appelle la co-conception, la collaboration avec les citoyens. Et donc je repose la question, quelle est ma place moi en tant que fumeur, donc addict, drogué, quelqu'un qui apporte du déficit, mais qui je suis également peut-être en tant que vecteur de solution ou en tout cas de décryptage de pourquoi est-ce que je fume. Alors je bois un petit peu mais c'est plus parce que j'ai envie d'avoir du lien social. Donc voilà, quelle est ma place? J'ai pas l'impression qu'on m'ait questionné ce soir parce qu'il y a beaucoup d'allants de soi, ou beaucoup. Alors je caricature Monsieur Bure et toutes les personnes autour de cette table, je caricature obligatoirement en posant ces questions. Et je vais terminer par une question encore plus caricaturale, question citoyenne. Hier, dans un grand magazine, je ne sais plus lequel, il y a eu l'annonce de l'État du Colorado qui vient de dire, ça fait 1 an qu'on a dépénalisé le cannabis. Et ils ont trop de taxes, ils ont trop d'argent, ils ne savent plus quoi en faire parce que ça... Il y a des start-up et des investissements, effectivement. Voilà. Oui. Eh ben, ils perçoivent trop de taxes. Leur loi, quand ils dépassent une certaine montant de taxes, ils sont obligés de le redistribuer à la population et ils vont mettre en place un référendum pour savoir si les gens veulent récupérer leurs 6 ou 8 dollars de réallocation de ces taxes. Et je vais quand même aller un petit peu moins en superficie. Moins de problèmes de sécurité, moins de problèmes d'éducation, plus de dialogue. Enfin bon, on connaît aussi la communication issue des États-Unis qui est toujours très storytellée, en français racontée de façon très belle. Mais cette question citoyenne était là, voilà pourquoi est-ce que on a des solutions qui apparaissent, souvent caricaturales, parce que c'est un seul exemple parmi le monde entier, mais en tant que citoyen, je me dis, mais pourquoi ça marche là-bas et pas ici? Voilà. Ben, merci beaucoup Emmanuel pour cette intervention. Hein. On va passer la parole à la salle. Merci pour toutes ces interventions extrêmement éclairantes. J'ai une question pour Yves Bure. Vous avez dit fort justement que l'Angleterre n'a que 20% de fumeurs alors que nous en avons 33. Mais l'Angleterre a fait quelque chose que nous n'avons pas fait, c'est qu'ils ont haussé correctement les prix du tabac. Je lis dans Le Monde d'hier, vous l'avez sûrement lu, réduire le tabagisme, un plan voué à l'échec. Et l'auteur, une épidémiologiste Catherine Hill, dit la chose suivante. À l'heure actuelle, les lobbies du tabac et Bercy définissent la politique des prix du tabac pour maintenir une large population de fumeurs et maximiser les profits. Le gouvernement français enfreint ainsi l'accord international qu'il a ratifié en 2004 qui veut que la politique de contrôle du tabac ne soit pas influencée par l'industrie du tabac. Faute d'une politique de santé publique sur le prix, les professionnels de santé ne peuvent que surveiller l'épidémie due au tabac,
constater que la mortalité par cancer du poumon chez les femmes croît de 4% par an et prévoir qu'elle va dépasser la mortalité par cancer du sein très prochainement. Effectivement, Bercy empoche 14 milliards d'euros et chaque fois que c'est Bercy qui définit la politique du pays, on est très mal. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément supprimer la taxation sur le tabac pour que ce ne soit plus Bercy qui décide de la politique de santé de notre pays? Parce qu'avec 78 000 morts, c'est complètement... C'est d'abord quelque chose qui n'est pas connu et je pense qu'il y a des politiques qui font que ça doit rester comme ça parce que si on monte trop le prix, on baisse les revenus. Alors, d'abord, effectivement, vous avez raison de dire que présenter l'addiction comme étant, je dirais, notamment la conséquence d'un positionnement personnel, je peux le comprendre à titre individuel. Le politique, il ne peut pas se placer à ce niveau-là. On est obligé quand même de regarder les conséquences et d'en tirer les conséquences. Pour les Français, le nombre de morts par tabac, en gros, c'est 6 000 par an, quand on les interroge. Donc ils sont loin du compte. J'ai introduit cette idée que le tabac, alors 73 000 morts, ça passe largement au-dessus de la tête de tout le monde. C'est un carnage, disons, inconcevable. Et donc, à un moment donné, simplement dit, le tabac tue 200 personnes par jour, c'est l'équivalent d'un Airbus qui se cracherait. Airbus 321, pas le 318, hein. Il y en a un peu moins dedans. Et donc, ça commence à se rapprocher de quelque chose de plus palpable. 200 morts, je dirais, on peut les voir. Et donc, derrière, quelle est la politique qu'on mène? Aujourd'hui, je le répète, il y a eu deux périodes, si vous voulez. Il y a eu la période de Jacques Chirac, qui a institué le premier plan cancer et qui a décidé de lutter contre le tabac. Jean-François Mattei a eu pendant cette courte période la main sur le prix du tabac. On l'a augmenté de 40%, le nombre de fumeurs a baissé de 10%. La démonstration est faite, c'est simple, Catherine Hill revient là-dessus, et c'est effectivement le cas. Puis on a décidé, pour faire plaisir aux buralistes, de dire pendant 5 ans, moratoire, on ne fait plus rien. Et puis on a commencé à co-gérer avec les multinationales du tabac, c'est de la cogestion. On dit on va augmenter le prix, mais juste ce qu'il faut pour que le nombre de fumeurs ne baisse pas et que les recettes ne baissent pas. Parce que vous comprenez bien que dans une période de disette de recettes, hein, parce qu'il n'y a pas de croissance, 15 milliards, ça pèse. Et on ne s'en sépare pas légèrement. Et donc, il y a vraiment cette cogestion qui est totalement scandaleuse et assumée par tous les ministres du budget. Et les ministres de la Santé, Marisol Touraine comme les autres, s'inclinent. Hein, Roselyne Bachelot s'est inclinée. Hein, et actuellement, il y a en préparation dans la loi santé le plan national de réduction du tabagisme. Je peux vous dire que les lobbies tournent à l'Assemblée nationale comme des dingues, hein, pour contacter tous les parlementaires, pour surtout qu'on ne prenne pas les mesures. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais ajouter. Marisol Touraine a annoncé, je l'ai vraiment soutenu et remercié, un plan avec des mesures, une quinzaine de mesures. Je crois malheureusement, parce qu'on ne veut pas y mettre les moyens et parce que Bercy ne veut pas créer un fonds prélevé sur les multinationales, qu'on en restera un plan de mesures et pas un plan d'action. C'est-à-dire que derrière, il faut de l'argent pour arriver à toucher les jeunes dans les lycées, dans les collèges, pour faire de la bonne prévention et qui diffuse sur l'ensemble du territoire. Voilà ce que j'appelle la cogestion des multinationales et de Bercy sur le dos de la santé des gens. Parce que derrière 73 000 morts, il y a une somme de souffrances qu'on imagine. Une demande de parole ici. Oui,
Denis Durand-Bossingen, moi je suis journaliste, mais j'interviens là à titre personnel et je vais être un petit peu provoquant, donc je vais me faire siffler par plein de gens, mais tant pis. D'abord, une petite remarque à Monsieur Bure, qui déjà est une remarque pas politiquement correcte. 3000 morts sur la route, certes, 78 000 morts sur le tabac, certes, mais n'oublions pas que sur les 3000 morts, vous avez une immense majorité de gens très jeunes, alors que les morts du tabac, en majorité, ne sont pas des gens très jeunes et sont en général des gens malades depuis un certain temps. Ça, c'est juste une petite remarque, ça pose le problème du quantitatif par rapport au qualitatif. Deuxième remarque par rapport à la prévention du tabac. Moi, je fais partie d'une génération où on fumait au collège et où on commençait à boire aussi très jeune. Bon, aujourd'hui, fumer, c'est très mal, boire, c'est très mal. Je précise que j'ai été fumeur pendant très longtemps et que j'ai arrêté il y a très longtemps aussi. Je suis simplement interpellé par quelque chose qui est que la diabolisation de la cigarette, qui est devenue la chose la plus effroyable qui soit, fait que quand on parle aux jeunes, à beaucoup de jeunes, ils vous expliquent « Ah oui, la clope, c'est très très mauvais, mais le cannabis, c'est très bien. » Alors, j'ai une petite expérience de ce monde-là. J'ai été fumeur pendant longtemps. Je crois que la cigarette a un immense avantage par rapport aux autres drogues, y compris le cannabis, c'est que ça n'a pas vraiment d'effet sur les compétences sociales et intellectuelles, alors qu'on sait qu'avec le cannabis, il y a une partie des gens qui vont fumer beaucoup de cannabis et qui vont le payer très cher en termes de carrière, en termes de vie personnelle, etc. C'était quand même pas l'avantage, le problème de la cigarette. Même chose pour l'alcool, on nous a dit qu'il faut arrêter de boire de la bière, il faut arrêter de boire du vin, etc. Tout le monde en buvait peut-être trop. Donc effectivement, ces alcools traditionnels ont considérablement chuté, mais en même temps, on voit des gens très jeunes qui se promènent avec des bouteilles de vodka dans leur sac, qui se défoncent complètement aux alcools forts, et c'est tout à fait normal. Donc ma question, c'est est-ce que cette prévention, qui est certainement souhaitable, nécessaire, utile, etc., qui s'inscrit dans une évolution de la société beaucoup plus large que la santé. Vous avez rappelé tout à l'heure fort justement qu'on a respecté la loi sur les lieux publics, le tabac et les lieux publics, parce que les gens étaient prêts à le faire, ça c'est tout à fait exact. Cela dit, est-ce que la réduction du tabac et la réduction des alcools, je dirais, traditionnels ou peu forts, n'a pas pour effet qu'on considère qu'on laisse crever sur le bord du chemin 5 à 10% de la population, et en particulier des jeunes, en leur disant, ok, on a moins de fumeurs de cigarettes, mais on a un certain nombre de gens qui foncent à fond dans la drogue, qui foncent à fond dans l'alcool, d'une manière beaucoup plus toxique et beaucoup plus destructrice que ce que nous avions il y a une trentaine d'années dans un autre cadre. Moi, personnellement, sur le plan éthique, laisser une partie partir dans une destruction beaucoup plus forte, ça me gêne beaucoup. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Je crois que on peut avoir ce sentiment, mais je crois que effectivement, c'est peut-être la présence médiatique des différents sujets qui n'est pas égale. Moi, je crois qu'il faut, disons, affronter toutes les addictions. Et je crois que, on l'a dit, enfin, les jeunes l'ont dit, on consacre beaucoup d'argent à lutter contre le cannabis et d'autres usages, souvent pour des raisons de sécurité. Alors qu'il y a un travail de fond à faire, c'est évident. Maintenant, de dire qu'il y a davantage de victimes du cannabis que du tabac, vous dites qu'on meurt plus tard du tabac, peut-être notre génération. Parce que dans notre génération, on ne commençait pas à fumer à 12-13 ans. Et aujourd'hui, l'âge de bascule et de consommation d'alcool, la première consommation, qui est une consommation de découverte, hein, mais qui parfois devient une consommation d'habitude, avec des alcools forts. C'est une consommation qui commence tôt, et s'agissant du tabac, elle continue, et aujourd'hui, vous avez les ravages du tabac commencent à se manifester à l'âge de 35 ans, parce que vous avez 20 ans de tabagisme derrière vous. Donc, je crois qu'il faut qu'on affronte tous les problèmes à la fois. Et c'est pas une politique, il ne faut pas mener de politique. Moi, ce qui me paraît éthique, c'est pas de dire j'ai une cause qui est plus justifiée que l'autre. Pourquoi on a lutté? Moi, je suis assez provocateur quand on me dit mais sur la route, pourquoi est-ce qu'on a lutté, ou pourquoi ça suscite de l'émoi? Parce que sur la route, il y a du sang. Et que les conséquences du tabac se font dans la discrétion d'un service hospitalier et d'un domicile, où on crève d'un cancer du poumon, et chacun dans nos familles, nous avons ces histoires. Et donc, je crois qu'il faut
prendre en compte dans une politique de prévention, disons, elle doit être globale. Elle ne doit pas s'attaquer juste à un fléau puis laisser prospérer l'autre. Je crois que c'est une approche globale et d'avoir une culture de prévention qui soit adaptée à chacune des addictions. L'approche est peut-être certainement un peu différente en fonction du nombre, mais je pense qu'il ne faut pas classer les produits addictifs en fonction simplement, je dirais, de l'intérêt politique, de l'intérêt social, de l'intérêt médiatique, tout simplement. Alors oui, monsieur. Oui, bonjour, donc je m'appelle Antoine Carr, je suis élève à Jeanne d'Arc aussi, et je voulais parler en tant que jeune. Donc comme l'ont dit Margot et Agathe, je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisés, et que, pas qu'on ne s'occupe pas de nous, mais qu'on ne nous aide pas et que ça reste quand même un sujet tabou. Donc par rapport à cela, je voulais parler par une expérience personnelle. Donc j'ai fait un coma éthylique, si vous voulez, et mes amis ont appelé l'ambulance. L'ambulance a décroché, on dit non, on ne peut pas venir le chercher, il n'y a pas son tuteur, on ne vient pas. Suite à cela, ils ont appelé les pompiers ont dit non, si le SAMU ne vient pas, on ne se déplacera pas non plus. Donc je trouvais ça, enfin on m'a raconté ça le lendemain, et je trouvais pas ça normal qu'on ne vienne pas enfin aider une personne en danger comme ça. Et puis suite à cela, ça a été tabou avec mes parents. On n'en a pas parlé le lendemain matin. Je me suis pris une raclée, voilà. Mais après, on n'en a pas reparlé dessus. C'est resté sans continuité, si vous voulez. Et puis après, deuxième chose, je trouve que notre génération, on fume et on boit plus par mode et pas parce qu'on en a besoin, à mon avis. C'est pour se faire respecter pour rentrer dans un groupe précis. En soirée, on boit pas, ouais, t'es relou, enfin tu bois pas, t'es coincé et tout, tu sais pas faire. Et je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Jean-Philippe. Jean-Philippe Lang et peut-être David. Et ensuite, je prends des demandes de parole ici. Votre témoignage est précieux. Pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'effectivement, on parle beaucoup de tout ça, et à en parler, à en trouver les trames, les origines, les sources, on a une manière de rendre ça normal. Et que finalement, qu'un jeune se bourre la gueule, qu'un jeune consomme une substance qui peut être dangereuse et le tuer, qu'un jeune puisse être dans un coma éthylique et joindre le SAMU ou les pompiers, et qu'à un moment donné, ça devienne, oui, il fait son expérience, je trouve ça scandaleux. Je pense qu'effectivement, il y a une réelle nécessité que nous devenions tous adultes, et je le répète, et que c'est aussi au rôle des parents de discuter de ces substances et de ces conduites et de leurs dangers. Tout comme c'est au rôle de l'éducation, de l'école, des profs de SVT, en éducation civique, au CESSC de chaque établissement. Pourtant, on en fait, je vous le promets, des addictions des préventions. J'en ai encore fait un il y a 48 heures à Valbourg, voilà. Mais effectivement, quand on fait des choses, on se rend compte que ça nécessite d'être organisé. Et qu'aujourd'hui, c'est sous prétexte qu'il y en a un qu'on a retrouvé bourré à l'école, qu'on fait un one-shot, qu'on est appelé par un proviseur qui dit « venez nous voir ». Mais ça ne se construit pas comme ça. Ça se construit, il faut que les choses soient cohérentes, soient établies, qu'elles résonnent dans les deux sens du terme, par la résonance et par le raisonnement, pour que ça devienne efficient. Mais on a, chacun d'entre nous, à donner une explication. Le meilleur exemple, c'est celle des nouvelles technologies. On donne aujourd'hui, on achète à nos enfants des trucs qui sont super dangereux et qu'on ne sait même pas conduire nous. Un ordinateur et Internet. Vous faites des choses avec vos bécanes qu'on ne sait même pas ce que c'est, que c'est super dangereux, mais pourtant on vous les achète. On vous met entre les mains quelque chose que l'on ne maîtrise absolument pas. Et si la première action de prévention, c'était que chacun d'entre nous, en tant qu'adulte, on s'approprie quelque chose, on apprenne à vos côtés, on discute avec vous et qu'on arrive à les accompagner dans le risque, et surtout que chacun d'entre vous puisse, comme l'a fait votre copain, se sauver. Parce qu'aujourd'hui, discuter à chacun de ce qu'il doit faire pour aider son copain et à ne pas le laisser seul quand il est en danger, c'est aujourd'hui une démarche de réduction des risques essentielle. Alors, je vais prendre 2 questions pour arriver également à vous. Bonsoir. 2 petites questions. La première, on a parlé des morts du tabac et de l'alcool, mais combien y a-t-il de morts en France dues à la consommation des drogues illégales ? Deuxième question, on a parlé des avantages, ou disons, des avantages financiers qu'on pourrait tirer de la légalisation des drogues. Mais est-ce que c'est possible, sachant que derrière, le marché noir des drogues contribue à une paix sociale ? Bon, alors est-ce que vous me permettez de prendre l'autre question? Gardez bien celle-là.
Alors bonjour, je m'appelle Alexiane, je suis en terminale ES à Jeanne d'Arc également. Et en ayant vu l'intitulé du débat, je l'ai trouvé assez large et j'ai commencé mes recherches sur les salles de shoot et on leur attribue un bilan mondial plutôt négatif. Alors je me suis demandé ce que la légalisation du cannabis a apporté aux autres pays qui ont fait passer cette loi. Et aussi, étant donné la conjoncture économique actuelle, s'il ne serait pas intéressant justement de légaliser le cannabis, le taxer et de récolter des recettes. Et si oui, ce que ça pourrait rapporter. Ensuite, si ce ne serait pas plutôt aussi un problème éthique de se faire de l'argent sur les maladies des gens que sont ces addictions. Et pour finir, est-ce que si légalisation il y a, à des fins évidemment thérapeutiques ou médicales, le patient ne va-t-il pas tomber plutôt dans une autre forme d'addiction? Et est-ce que le risque de cette addiction il est plus fort qu'une addiction aux antidouleurs par exemple? Voilà, merci. On vous laisse répondre si vous voulez bien. Oui. Alors, il y avait l'intervention de monsieur et puis de madame. Sur les salles de consommation. Oula! Je peux répondre sur la salle de consommation à moindre risque. Il y a 92 salles de consommation en Europe actuellement qui jouent un rôle de prévention majeur contre les risques infectieux liés aux pratiques de l'injection et l'absorption d'autres substances. Il est tout à fait surprenant que la France brille par un grand vide à cet endroit-là. Or, on sait que le lieu, le moment de l'injection d'une substance par voie intraveineuse est un moment extrêmement important et qui peut s'avérer très dangereux. Donc quand on parle de la prévention, comme cela a été très bien, je trouve, dit tout à l'heure, je pense qu'il faut combler le vide qui existe actuellement en France par rapport à ces salles de consommation. On les dénonce souvent comme des salles d'incitation à la consommation, mais que l'on sache, d'abord, l'épidémie du sida, l'affaire n'est pas réglée, il existe toujours des groupes à risque. 2, en ce qui concerne l'hépatite B et l'hépatite C, vous savez que ce sont des chiffres qui sont souvent difficiles à établir, mais le taux de contamination reste encore élevé, en particulier dans les populations d'usagers de drogue. Et donc, ces salles de consommation doivent être absolument incluses dans les dispositifs expérimentaux préventifs qui vont être mis en place en France, parce qu'ils sont le complément indispensable à tout ce qui a été mis en place par ailleurs, souvent avec succès, en particulier, je crois, en Alsace, pour éviter que des populations qui ne sont pas entrées dans le dispositif, et en particulier des jeunes gens itinérants, soient pénalisées par cette absence. J'aurais deux petites questions à poser. Première question, le monsieur à la tribune, il a avoué tout à l'heure son addiction au tabac. Eh bien, moi aussi, je vais faire amende honorable, je vais avouer une addiction. C'est une addiction un peu bizarre. Elle a commencé en 2011. Attention. 2011, c'est la première année du Forum européen de bioéthique. Non, j'ai pas fini. Et alors, attention à ce qu'il va dire. Alors c'est bizarre, cette addiction elle est très spéciale. Elle dure une semaine dans l'année. Elle démarre un lundi matin et elle se termine un samedi soir. Donc je pense que vous avez tous deviné que c'est mon addiction au Forum européen de bioéthique. Alors là, je pose une question aux psychanalystes. Avez-vous le remède pour me guérir de cette addiction? Mais je précise tout de suite que je ne désire absolument pas être guéri de cette addiction. Alors continuez. Bon, deuxième question, un peu plus sérieuse. Il y a effectivement des pays qui ont légalisé le cannabis. Donc on a parlé tout à l'heure du Colorado.
Bien sûr, vous avez souligné qu'il y a eu subitement un afflux de taxes, mais il y a aussi eu une génération spontanée d'entreprises qui se sont lancées dans la culture du cannabis. Il fallait bien produire ce cannabis. Hein. Alors, certains pays l'autorisent, certains États l'autorisent, d'autres pays ne l'autorisent pas, ne le légalisent pas. Alors, moi, je me demande comment se fait-il qu'il y ait cette différence d'appréciation. Bon, je suis persuadé qu'une des raisons, c'est les lobbies. Ça, j'en suis persuadé. Mais il y a quand même une question plus importante, c'est une différente approche de la santé. Et là, je ne comprends plus. Qui répond? Je voudrais répondre, non pas en tant que psychanalyste, parce que ce n'est pas le lieu, mais je ne peux que vous encourager dans votre addiction au forum de bioéthique. Vous voyez, tout à l'heure je disais, nous avons un corps qui n'est pas forcément un corps qui est fait pour être sain et en bonne santé. Lorsque nous l'éprouvons, nous pouvons aussi l'éprouver au sens où nous pouvons en jouir de ce corps. Et souvent, nous savons que les voies qui nous mènent dans cette direction sont des voies inquiétantes parce que nous n'en voyons pas toujours les limites. Et donc, je crois qu'il faut être bien conscient que l'addiction se déclare souvent partout et que le problème, lorsqu'elle apparaît, c'est que l'on en demande toujours plus. On n'a pas répondu à la question de notre jeune homme. Peut-être tu veux la reformuler plus brièvement? Donc, première question, quel est le nombre de morts par consommation de drogue illégale en France, si on le sait? Et ensuite, la vente de drogue permet une certaine forme de paix sociale, puisqu'elle permet à certaines couches de la population de gagner de l'argent. Et est-ce que la légalisation ne poserait pas un problème par rapport à ça? Alors, je vais répondre, je n'avais pas oublié. Hein. Est-ce que d'abord la deuxième, est-ce que finalement on tolère le trafic parce que finalement ça amène, notamment dans les quartiers, disons-le clairement, une sorte d'équilibre économique que le travail n'y amène pas. Hein. Je note simplement que chaque fois qu'on a mis en place des opérations de lutte contre les trafics, il y a eu des remous qui étaient parfois très localisés, très cernés. Dans ma commune à Inglesheim, tout au long de ma carrière, j'ai eu des moments où effectivement on a fait appel à la police pour faire un peu de nettoyage et on sent la tension monter. Dans les grandes manifestations, les émeutes qu'il y a eu, je crois, en 2005, c'était dû aussi à cela. C'est-à-dire que la police a commencé à mettre de l'ordre dans le domaine police. Donc on voit bien que quelque part, il y a ce difficile équilibre. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une volonté délibérée de faire circuler de l'argent. L'essentiel, c'est qu'il circule en ne se posant pas la question de bien. Concernant les victimes, le nombre de victimes, alors, c'est pas aussi clair que ça. Je ne pourrais pas vous dire combien de victimes la consommation, je dirais, de cannabis fait directement. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, le cannabis ne tue pas facilement, disons, pour sa consommation elle-même. Mais il y a eu là, dans le rapport de l'OFDT, l'Office français de lutte contre les addictions, c'est 170 à 190 décès sur la route liés au cannabis. Et je pense que ces chiffres sont en dessous de la vérité. Nous y verrons certainement plus clair, puisque maintenant les tests sont des tests relativement simples à établir. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas. Au niveau des substances, des drogues dures, hein, on sait aussi qu'il y avait en 2011, donc c'est relativement récent, 340 décès par overdose encore. Et il y avait aussi 60 décès par sida en 2012. Le nombre baisse, mais vous l'avez dit, parmi la population des toxicomanes, le sida reste quand même encore un facteur de mort indirect. Monsieur. Bonsoir, mon nom est Denis Mater, je suis médecin radiologue à Strasbourg et j'ai 3 questions sur le dépistage, sur la bombe à retardement
Et sur la prévention, sur le dépistage d'abord, à partir du moment où une population est soumise à un phénomène de dépistage d'une pathologie, on peut considérer qu'il est obligatoire pour elle de s'y rendre pour que les conséquences de la pathologie, si elle est découverte, soient remboursées. Et que si elle ne participe pas au dépistage, eh bien, il y a une pénalité financière. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de raisonnable pour des pathologies issues de l'alcool et du tabac? Deuxième chose, pour le tabac et l'alcool, on sait très bien que c'est une bombe à retardement, puisque c'est des jeunes comme ceux qui sont là, qui commencent à boire et à fumer, et c'est des gens de notre âge actuellement qui ont les pathologies, c'est-à-dire la cirrhose, les cancers, l'artérite, les amputations et tout. Mais c'est en train de changer, puisque vous l'avez dit, maintenant, ces pathologies apparaissent de plus en plus tôt. Et alors qu'avant, c'était des retraités, maintenant, c'est des gens actifs, puisqu'ils seront actifs jusqu'à 70 ans. Donc ça change un peu les choses. Et la troisième chose, c'est... Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est déjà pas mal. Hein. Jean-Philippe Lang. Je vais essayer de vous répondre, mais peut-être en essayant de préciser une chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens qui passent par les systèmes de soins et qu'on laisse s'échapper. S'échapper au sens du conseil, de la rencontre, de l'information et de prendre soin d'eux. Quand on analyse aujourd'hui les chiffres de dépistage dont on peut parler, que ce soit le VIH, les hépatites C, les hépatites B, donc j'en profite pour rappeler que ces 3 dépistages doivent être réalisés conjointement, on se rend compte aussi que dans les CDHG, donc les centres de dépistage anonymes, ou que quand quelqu'un a des conduites à risque, d'abord on ne cherche pas forcément ces conduites à risque, et ensuite on ne lui propose pas forcément systématiquement ce dépistage. Ça, c'est déjà un premier point. Donc il y a déjà beaucoup de gens qui passent par des systèmes où ça pourrait être proposé ou où ce n'est pas proposé. Le second point, c'est que pour prendre l'exemple de l'alcool, c'est qu'on sait aujourd'hui que 10% des gens qui ont eu, par malchance, une problématique avec l'alcool importante ou conséquente, sont pris en soin dans nos structures. Et que l'âge d'arrivée dans ces structures, c'est 40-45 ans, et que l'âge des graves comorbidités, c'est effectivement la dizaine d'années après. Mais qu'est-ce qu'on a fait avant ? Et est-ce que notre discours sur l'abstinence, arrêter, il faut absolument arrêter, n'a pas eu des conséquences aussi néfastes? Et les propositions de soins qui étaient les nôtres, allez à l'hôpital, faites-vous sevrer et vous revenez, n'ont-elles pas été dangereuses? On sait aujourd'hui pour l'alcool que arrêter, recommencer, arrêter, recommencer, arrêter, recommencer, c'est dangereux. Voire plus dangereux que de consommer goutte à goutte. Et on sait aujourd'hui que de passer de 11 verres à 4 verres, c'est baisser sa mortalité de 80%. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que nos paradigmes de réflexion changent. Mais aujourd'hui, notre offre de soins dans sa construction et notre offre de soins dans ses pratiques pourrait déjà modifier beaucoup cette bombe à retardement si il apprenait ou s'il avait envie ou si on l'invitait à modifier un certain nombre de pratiques. Donc déjà, et ça commence effectivement aussi dans le cabinet de la médecine générale qui fait déjà beaucoup de choses. Alors il y a monsieur, c'est vrai qu'on a oublié Sylvain également. Oui, vous pouvez y aller, puis après Sylvain, pardon. C'est juste pour signaler. Donc, je m'appelle Jean, je suis lycéen en terminale L au lycée Jeanne d'Arc. Donc moi je me demandais s'il n'y avait pas des lacunes dans le système de prévention français et si ces lacunes n'étaient pas dues au fait que les vices et les addictions rapportent tant à l'État. Par exemple les jeux, les jeux d'argent, l'alcool, la cigarette ou même les jeux vidéo en ligne, enfin il y a des taxes aussi dessus. Je trouve que le budget alloué à la prévention est assez moindre et donc il faudrait peut-être essayer de donner plus de budget à la prévention. De plus, oui, la prévention est présente. Il y a des petites banderoles, consommer avec modération l'alcool, fumer tue ou encore jouer avec excès comporte des risques. Mais c'est des petites banderoles qu'on a pris l'habitude de voir et ça fait vraiment pas peur. Donc je pense qu'il faudrait... Et puis avant, vous parliez de maisons, des associations et dans les hôpitaux pour aider les jeunes qui sont dépendants. Mais combien de jeunes ont vraiment envie d'aller à l'hôpital pour se déclarer dépendants? Il faudrait que la prévention ne soit pas choisie par le jeune, mais qu'elle lui soit imposée. Quelque chose qui fasse vraiment peur et qui pourrait l'empêcher de commencer la cigarette, l'alcool, la drogue. Que ça commence par exemple au collège, avec des intervenants justement comme mes camarades dont on parlait avant, où ils viendraient nous expliquer comment ils sont tombés dans la drogue ou dans l'alcool. Ce serait beaucoup plus simple, ou même des publicités qui font vraiment peur. Les dernières publicités sur le tabac, ouais, elles m'ont fait un truc quand je les ai vues. Mais il faudrait faire ça plus souvent, et donc c'était ça ma question. En fait. Okay. Et aussi simplement,
Une dernière chose. Je pense qu'on diabolise trop le cannabis et pas assez l'alcool. On dit boire avec modération, ça veut dire qu'on peut boire. Et pour les jeunes, on dit qu'il faut avoir un SAM, ça veut dire que les autres dans la soirée, ils peuvent être complètement bourrés, mais tant qu'il y en a un qui peut les ramener, c'est pas grave. Et donc là, on diabolise pas assez l'alcool alors qu'il y a plus de 50 000 morts par an en France. Si on dit que la cigarette en cause 73 000, c'est pas très loin. J'ai fait un calcul, comme monsieur tout à l'heure qui disait qu'il y avait 300 morts en France pour la cigarette, ou 200, je ne sais plus, 200 je crois. Et donc il y en a à peu près 150 par jour avec l'alcool. Ça se rapproche, et pourtant on ne diabolise pas assez l'alcool alors que c'est presque aussi dangereux que la cigarette. Je voudrais juste dire ce qui a été dit tout à l'heure sur l'alcool en disant on a mis en place cette idée merveilleuse du capitaine de soirée. En disant on va en boîte, il y en a un qui se sacrifie, puis les autres se bourrent la gueule, quoi. Le mécanisme a été mis en place par une association qui s'appelle Alcool et Prévention, une association qui est financée par tous les grands alcooliers. Ils ont trouvé un truc formidable, ils se sont dit, bon, s'il y en a 5 qui boivent, il va y avoir des problèmes, vaut mieux qu'il n'y en ait que 4 qui boivent beaucoup plus que les 5 réunis, et au moins on les ramène entiers à la maison. Donc c'est vraiment pragmatique. Et donc, là aussi, il ne faut pas être dupe. Je crois que derrière, il y a des puissances d'argent qui ne sont pas négligeables. Alors, Sylvain. Alors, ma question, c'était par rapport à la notion de plaisir. Est-ce qu'on peut imaginer... je sais qu'une fois devenu adulte, une fois la phase adolescente où je m'amusais à me mettre la tête à l'envers, que ce soit avec de l'alcool ou du cannabis, j'ai découvert après, avec non seulement en devenant actif, en gagnant de l'argent, que je pouvais me payer, on va dire du bon vin par exemple, et quel plaisir de partager ça avec des amis autour d'un bon gueuleton, et pourquoi pas se rouler un joint après le repas. Enfin voilà, donc finalement, est-ce que ça peut pas rentrer également la notion de plaisir dans la prévention? Notion de plaisir dans la prévention. Mais votre question est essentielle. Être addict, c'est pas avoir un vice, c'est prendre du plaisir. Et juste pour dire, quand on reprend les textes grecs, Aristote sur le plaisir et la manière dont il est décrit, quand vous prenez aujourd'hui les dessins de Tex Savary avec le petit diable rouge et le petit ange blanc, celui qui dit « mais vas-y mon coco, le dieu haut, tu devrais pas », et les études de neurosciences sur la cognition morale et sociale, tout est superposable dans le mode de fonctionnement d'un cerveau du plaisir qui est là, qui est une rencontre. Dans une culture, on dit d'abord tu goûtes et ensuite tu dis si t'aimes pas. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein. Donc on goûte et puis on aime, mais on ne choisit pas d'aimer. On ne choisit pas d'avoir du plaisir. On va rencontrer quelque chose, on va rencontrer quelqu'un et on va aimer. Et on va accrocher. Et le problème, c'est pas de s'accrocher ni de s'attacher, c'est super important. Attachons-nous, lions-nous. Le problème, c'est d'être capable de se détacher et de passer à autre chose en continuant d'éprouver du plaisir. Mais quand l'objet du plaisir devient unique, là, il y a danger, effectivement, de dépendance et de désocialisation de tout un ensemble de choses. Non, le plaisir, c'est une chose essentielle. Et on n'arrêtera pas quelqu'un si on ne lui procure pas du plaisir à améliorer les choses. Ok, David ? David Le Breton. Oui, parfois il y a peut-être aussi de l'ambivalence. Alors là, je suis d'accord avec Jean-Philippe. Je pense par exemple, mon idée en tous les cas, c'est que la toxicomanie est peut-être moins la recherche d'un plaisir que la recherche d'une douleur à travers la répétition du manque. Dans un premier temps, il y a l'accroche peut-être du plaisir, mais ce plaisir est un abîme d'ambivalence parce qu'on sait... Toute personne qui va devenir toxicomane sait en amont de toute façon qu'elle deviendra absolument dépendante de son produit et que la dépendance induira des effets de douleur absolument terribles, l'effet du manque. Moi je retrouve encore là l'ambivalence, la dialectique extrêmement compliquée entre le plaisir et puis une certaine forme de douleur. Mais on peut rester strictement dans le plaisir dans un certain nombre de cas. Et puis comme l'a dit la personne qui a posé la question, on peut partir d'une manière un peu narcissique quand on est adolescent,
de chercher des sensations, etc. Et pour progressivement socialiser davantage. L'exemple du vin, par exemple, était effectivement très intéressant. On peut boire n'importe quoi dans un premier temps pour accéder, par exemple, au coma éthylique, puisqu'il devient une valeur pour un certain nombre de nos jeunes. Et puis, au fil du temps, on apprend effectivement à goûter, ce qui est d'ailleurs la meilleure forme de prévention en la matière. Goûter le vin, apprendre à le discriminer, etc., au lieu de boire n'importe quoi. Alors, très vite, Emmanuel Hoff, parce qu'il est quasiment 20h, et puis j'ai encore une toute dernière question ici. Très rapidement, voilà, très rapidement, donc j'étais très caricatural tout à l'heure. Il faut se poser la question aussi de la tendance au plaisir, justement, à une société de plus en plus axée sur la jouissance. Notamment les jeunes ont des envies beaucoup plus fortes parce que la pression sociale est très forte. Et pourquoi les campagnes peut-être ne marchent pas aussi bien qu'avant, c'est qu'il y a un travail sur le message, pas de culpabilisation, mais de compréhension et de dire voilà, la jouissance, c'est parfois aussi le dialogue et la compréhension de pourquoi est-ce qu'on veut transgresser les choses. Madame, on a parlé de plusieurs types d'addictions, mais il y en a une, il me semble qu'on a oublié, c'est celle aux écrans. Et j'aimerais savoir de la part des praticiens quels sont les ravages de ce type d'addiction et ensuite comment est-ce qu'on peut faire une prévention parce que les écrans sont tout le temps devant nous, on les utilise au travail, on les utilise au loisir, on a les téléphones, on a tout ça. Comment la sollicitation est là en permanence, comment est-ce qu'on peut lutter contre ces addictions ? Alors là, c'est une addiction à l'absence, je crois que je l'avais évoqué un petit peu tout à l'heure. Effectivement, il y a une manière de disparaître dans l'écran à travers la multitude des pseudonymes, par exemple, et donc une vie sociale extrêmement intense, d'ailleurs à l'image de celle des hikikomori japonais, qui sont reliés au monde entier, mais qui pendant 2 ou 3 ans ne vont pas avoir la moindre relation visage à visage avec quelqu'un d'autre. Donc des manières de disparaître, à l'image de ce que me disait un jour un jeune qui me racontait son bonheur d'avoir une dizaine de pseudos sur le net, et il me disait la seule identité que je ne supporte pas, c'est celle avec un corps. Voilà. Donc vous voyez ces espèces d'échappées belles en dehors du lien social. Prévenir tout ça, évidemment, ça renvoie toujours à la question de donner un sens, une valeur à l'existence de ces jeunes voilà, donner du sens, c'est la première forme de prévention, un sens heureux, une accroche heureuse à la vie. il est très exactement 20h01. Merci vraiment à tous d'avoir été là depuis ce matin. Merci. Merci aussi à nos intervenants. Et très bonne soirée à tous et à demain. Au revoir.